ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Du coup, épisode spécial théorie, S'il en est. théorie pop culture. Ouais, la bague, sinon ça va claquer. Donc voilà, on a quelques théories. Ouais. 5-6. Moi j'en ai 5. On va les expliquer. On va se les. On va se les vendre un peu. Voilà. Voilà, Le faut but que c'est ce de soit- se les raconter comme C'est si intéressant, ouais. que ça claque un peu, tu vois. Ouais. Après, il y a moyen, on sait pas. Il y a moyen qu'on ait les mêmes. Nos théories chacun, voilà, c'est ça. Il y a moyen qu'on ait les mêmes. On est les mêmes. Il y a moyen qu'on ait même des théories qu'on ait même déjà entendu parler. Certainement. Voilà. Alors moi j'avoue que j'ai aucune théorie que j'ai découverte. Ah, tu les connaissais toutes? Celles que j'ai, je les connaissais déjà. Ok. Et je pense que j'ai pas eu assez de temps pour préparer, pour vraiment chercher des trucs que je connaissais pas, genre Reddit. Apparemment Reddit, il y a pas mal de trucs. Reddit, ouais, c'est l'entre du mal. Mais en plus c'est de l'anglais. Donc j'ai pas eu le temps de creuser autant que j'aurais voulu. Putain, mais il y en a plein que je connaissais pas. Hein. Mais il y a de la théorie. Il y a de la théorie de merde. Ok. J'ai 3 théories de merde au début. Je vais commencer par celle-là. Parce qu'elles sont assez merde, mais rapides. intéressantes. Bon, Même pas. si, elles sont marrantes. Mais elles sont basées sur pas grand chose, on va dire. Ok, ouais. Est-ce que tu commences ou est-ce que je commence? Shifumi. Vas-y, Shifumi. tu commences. Je commence? Vas-y, Ok. surprends-moi. Alors, je vais commencer par quoi? Peut-être dû me poser cette question avant. Je vais commencer par la plus rapide, Vas-y. comme ça après on développera les choses. C'est une théorie sur Harry Potter. Ok. Une théorie sur Harry Potter. Alors, j'ai des choses à dire. D'abord, voilà. C'est une théorie qui est très connue dans le monde d'Harry Potter, enfin chez les fans. C'est une théorie même qui a été débunkée, si on peut utiliser ce genre de terme. On peut, sûr. bien sûr. Elle a même été débunkée et je vais certainement oublier des choses. Par J.K. Rowling en personne? Ou par des Je fans? crois que J.K. Rowling l'a débunké ou alors elle l'a pas trop validé, genre. Ok. C'est parce qu'en interview ils aiment bien lui parler de ce genre de théorie. Oui. Et il y en a même qu'elle a validé. Dumbledore gay, Par exemple. ça partait d'une théorie à la base. Exactement. Et celle-là, il me semble que soit elle l'aime pas trop, soit elle l'a complètement nié, tu vois. Je crois que je vois celle que tu parles. Ouais, ok. Elle va être très rapide, hein, de toute façon, j'ai pas des centaines de choses à dire. C'est sur les Dursley. Ah, bah, Voilà. ok. Tu l'avais aussi? Je l'avais aussi. C'est vrai? Ouais. Bon, on va en parler ensemble alors, parce que... Vas-y. Donc vas-y, c'est quoi toi? Que les Dursley sont des gens bien à la base Exactement. et qui ont été influencés Ouais. par le côté Horcrux C'est ça, de Harry Potter. voilà. Moi j'aime beaucoup cette théorie. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Je pense qu'elle est complètement fausse. Pour Ouais. statuer Moi, tout de je suite là. Moi je pense en vrai qu'il y a de l'idée. Ouais, je sais pas. Parce que. Non, vas-y. Vas-y. Voilà, je t'en prie. voilà, parce que c'est toi qui la présente en premier. Vas-y, ok. Alors, l'idée veut que... Enfin, la théorie veut que les Dursley eût été des gens bien, dans le sens des gens sympathiques par le passé, mais qu'à travers les années, et au contact d'Harry Potter, qui était une sorte d'Horcrux de Voldemort, parce qu'il y a même... Complètement un Horcrux. Bah non, justement. Ah bon? Je lisais un truc encore tout à l'heure. Une là-dessus. théorie dans la théorie? Non, en fait, il y a J.K. Rowling, là, pour le coup, c'est sûr. Enfin, je suis sûr. Bref. J'en suis plus que ce que j'ai avancé avant. J.K. Rowling aurait évoqué Harry comme un Horcrux, mais pas vraiment, en fait. En gros, Harry serait une espèce de réflexion, plus qu'un Horcrux à proprement parler. Tu vois, sur le lien magique qu'il y a entre Voldemort et lui, tu vois. Plutôt qu'être vraiment une partie de son âme, comme le sont d'autres Horcrux, l'idée serait un peu plus profonde, en fait, tu vois. Ce serait une marque. Voilà, c'est ça. En tout cas, elle, si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris encore une fois, elle le définit pas vraiment comme un Horcrux à part entière. Et donc c'est ce qui... Les fans ont utilisé aussi ce côté-là, c'est dans une interview, je crois. Tout ça part d'une interview. Et les fans ont utilisé ce truc-là pour dire que la théorie est mauvaise, en fait, qu'elle n'est pas fondée. Tu vois. Maintenant, la théorie veut, comme on disait, qu'au contact de Harry Potter, les Dursley auraient été manipulés, plus ou moins, par la partie Voldemort, qui sommeille en Harry Potter, un peu comme Harry Potter l'UTT. Ça va conjuguer. Ah, on est sur des conjugaisons audacieuses, là, c'est parti. Comme Harry Potter et Ron Weasley, et bah, il n'y a que les deux qu'on voit dans les films, qui ont été influencés par le pendentif de Hermione, Samantha. On n'a pas spécialement vu On l'a pas vu. influencé par un Horcrux. Mais Ron, beaucoup. On l'a vu le porter par contre, Ouais. il y a très peu longtemps. Ron, beaucoup. Ron énormément. Harry aussi.
Harry. de rien. La Harry. première fois c'est Hermione qui détermine que c'est l'Orcrux qui Ah oui, parce qu'il l'envoie chier. Voilà, c'est ça. Il lui parle un peu mal et tout. Et dès qu'elle lui dit de l'enlever, il l'enlève et il se sent mieux, tu vois. Effectivement. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que les Dursley se seraient fait manipuler, enfin se seraient fait influencer par la part de Voldemort qui est en Harry Potter. Et qu'en gros, à la base, ça aurait été des gens plutôt sympathiques. Bah, Du coup, ça excuserait plus ou moins leur comportement. alors moi j'aime beaucoup cette théorie, parce que déjà je trouve que les Dursley, faut les remettre un peu dans la lumière. Ouais. Parce que ça reste majoritairement des connards, tout le long de l'histoire, mais d'un autre côté on a quand même affaire à des gens où on leur a déposé un bébé sur le seuil de leur porte une nuit, et ils l'ont accepté ce gamin. Ce qui est un acte louable. Tu vois, ils l'ont pris sous leur aile et tout. Donc effectivement on peut penser qu'au départ de tout, c'était des gens bien. Tu vois, pour accepter ça, etc. Surtout que Pétunia, c'est ça, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle n'a pas une relation de ouf avec sa sœur, apparemment elle en est très jalouse, parce que justement sa sœur est une sorcière, Exactement. etc. Elle a même, elle voulait même ressembler à sa sœur, devenir une sorcière. C'est Elle a ça. même écrit à Dumbledore. Et c'est pour ça qu'elle est dégoûtée. Exactement. Mais Donc- il y a un truc aussi sur ça qu'il faut évoquer, parce que effectivement c'est un acte très louable d'accueillir l'enfant, mais il faut pas oublier que l'enfant est arrivé avec une lettre de Dumbledore, limite en leur ordonnant de s'occuper d'Harry Potter. Bon, ils sont pas obligés d'accepter. Alors certes, ils peuvent avoir un peu peur de... Du Vu, gars. vu le profil, Effectivement, moi je pense que j'ai reçu une lettre de Dumbledore, je sais ce voilà, qu'il me moi dit, aussi, je suis les directives. Et en plus, il y a l'histoire de la présence de Pétunia qui empêche Voldemort d'aller attaquer directement Harry chez les Dursley. Je suis pas au courant. T'es pas au courant de ça? C'est dans les bouquins ça? Ouais, il est dit que en fait, comme Pétunia est liée à Lily, la magie que Lily a utilisée pour protéger Harry, Pétunia a une Elle a partie raison en à elle. travers, C'est ça, ouais. exactement. Ok. Donc c'est pour ça qu'il était très important, et ça explique aussi pourquoi le monde des sorciers a donné Harry Potter aux Dursley, c'est que c'était le seul moyen de les protéger véritablement, tu vois. Putain. Soit ça, ou soit les envoyer chez Dumbledore. Je sais pas pourquoi cette idée n'a pas été évoquée. Oui, parce qu'a priori, pour protéger Harry de Voldemort, Dumbledore il était pas non plus dégueu. Voilà, après je pense qu'il a eu une petite flemme de se lancer Dans l'élevage d'un dans enfant. l'élevage. Peut-être, effectivement. Mais là, moi je trouve que c'est vraiment une bonne théorie parce que. Surtout que. Alors, moi pour le coup, les bouquins, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Toi, t'es dedans a priori. Là je suis dedans, alors, j'ai fait une petite pause, là je suis au Prisonnier d'Azkaban, ce qui était un des seuls que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Donc là j'ai tapé les deux premiers entièrement, mais je suis dedans en ce moment. Ouais. Parce que moi, c'est un peu. Je les ai tous lus plusieurs fois, mais c'est un peu vieux. Donc je me souviens pas de tous les détails du truc. Mais pour le coup, dans les films, il y a une scène coupée dans le 7 partie 1 où les Dursley partent Oui. de la maison Ah oui, quelle scène. et où Dudley il dit mais pourquoi il vient pas avec nous tu vois. C'est Dudley qui est devenu un peu touché à cause Ouais. des trackers et tout. Et Pétunia qui regarde un peu en arrière avec un peu de regret, un peu de. Il y a même une scène avec Pétunia. Dans la maison, où oui, elle est seule avec où elle Harry. dit au revoir. Elle lui dit au revoir, elle Et- lui dit une phrase de ouf. Elle lui dit oublie pas que le soir où t'as perdu ta mère, moi j'ai perdu une sœur, tu vois. Oui. Cette phrase elle est terrible, tu vois. Donc je pense que C'est limite des excuses un peu, tu c'est vois. ça. Donc je pense que les Dursley c'est des personnages intéressants qui sont la plupart du temps méprisables avec lui, etc. Mais on a vu que les Horcruxes pouvaient avoir un effet spécifique sur certaines personnes. Le médaillon, par exemple, s'en prend beaucoup plus à Ron. Harry il le rend un peu agressif. Hermione, il lui fait rien. Mais Ron, vraiment, il joue avec lui, tu vois. Il lui torture un peu les méninges. Même quand ils le détruisent, il voit la scène où, Voilà, où Hermione. où Hermione embrasse Harry et tout. Donc, vraiment. l'embrasser. Ouais, il y a des trucs. Donc, tu sais, c'est très ciblé Ouais. sur Ron, tu vois. Ouais, c'est bien fait, putain. Donc, on peut supposer que la part de Horcrux en Harry ciblait spécifiquement les Dursley, Pour Et notamment- l'éloigner. et notamment peut-être Pétunia, Mm. parce qu'en jouant justement sur le fait que Pétunia elle avait déjà une relation un peu compliquée avec sa sœur, Ouais. donc peut-être en jouant là-dessus et en la faisant détester Harry, parce qu'a priori le mari il n'a aucune raison de détester Harry. Le mari, c'est particulier. Dans les livres, ils le définissent vraiment comme un hater, tu vois. Oui, C'est vraiment le mec qui a que de la haine pour tout ce qui est pas normal, entre guillemets. Ils insistent de ouf, là, pour le coup, dans le premier livre et aussi dans le deuxième, d'ailleurs. Pour moi, je pense que c'est les deux passages où les Dursley sont les plus virulents avec Harry. Après, ils se calment un peu parce qu'ils commencent à se chier dessus. on les voit moins aussi. Après. On les voit moins aussi. Mais tu vois, à chaque fois qu'il parle de Vernon, il l'évoque toujours comme quelqu'un de haineux, tu vois. Mais je pense qu'il représente aussi un peu les conservateurs. Ouais, Tu vois, je pense qu'il représente un peu justement comment dire,
l'anglais de base qui a pas envie de tu sais, des trucs différents, ça l'emmerde. Tu vois. Ouais. Lui, il vit dans sa petite banlieue, machin. Il voit des trucs un peu chelous, des punks à chiens avec des baguettes. Il se dit, non, c'est quoi ça? Je crois qu'ils évoquent même Des le punk à chiens. punk, Ah ouais, bah non, mais tu vois, je crois, parce que en plus, les bouquins se passent dans les années. 90. Ouais, même ouais. Donc tu vois, je pense qu'il y a quand même un truc. Mais foncièrement, le mari, il a aucune raison. Vernon, non. il a aucune raison de détester Harry. C'est sûr. Et après, Dudley encore, bon, lui, on suppose que il a vu ses parents traiter Harry comme de la merde. C'est fait pareil. ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois. De toute façon, vraiment, ils le décrivent exactement comme ça. C'est Dudley dans les livres, on le voit moins dans les films, mais dans les livres, c'est vraiment un enfant qui a subi plus ou moins le comportement et les avis de ses parents et qui a dû les accepter, tu vois, et faire avec, tu vois. Et en plus, à côté de ça, ses parents le traitaient comme un petit roi, donc il n'avait pas de raison de pas les croire, Oui. tu vois, dans ce qu'il disait. 36. Mais je croyais qu'elle avait 37. Mais non, mais c'est vrai que mais moi, franchement, j'aime beaucoup cette théorie. Je trouve qu'elle est cool. Elle remet les Dursley un peu. Elle les rachète un peu. Ouais. Sans forcément tout excuser non plus. Mais et puis je trouve que ça rajoute une petite tu vois, un petit niveau aux scènes qui Un se peu de passent là-bas. profondeur et tout, mais de toute façon, ces deux scènes là qu'on a évoquées tout à l'heure, je sais pas pourquoi ils les ont retirées du film, mais elles étaient super pertinentes, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est dommage. C'est grave chiant. Mais après, peut-être que le film était déjà long. Ouais, Parce que majoritairement, quand ils enlèvent des scènes, c'est parce que le film est trop long. bah, dans ce cas-là, laisse au moins celle-là avec Dudley. Tu vois, elle est lourde de sens. Surtout qu'après, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis sur la suite, tu vois, notamment dans l'Enfant Maudit ou même dans d'autres trucs, apparemment, Harry Potter et Dudley, ils développent vraiment une relation après. Genre une relation de cousins. Genre leurs enfants, ils se connaissent, ils jouent ensemble, ok. etc. Tu vois. Je l'ai la suite, je l'ai jamais lu. J'arrive pas à sauter le pas. Moi aussi, ça m'intéresse pas trop. J'arrive pas à sauter le pas. Côté un peu trop Boruto. Ouais, déjà il y a ça. Alors que Boruto, c'est cool. Mais je sais pas, moi Puis même en plus, c'est le dernier truc. Tu vois. Après, il y a rien. Ouais, après, rien. Il fallait mettre un. C'est dommage. Déjà, quand j'ai eu le 7, mon père il me l'a acheté à la sortie. Et je l'ai pas lu tout de suite. Ah ouais. Je crois que j'ai attendu au moins un an avant de le lire. Parce que tu sais, c'était la fin, genre. Ouais, il y a un côté après. T'as pas envie de dire, après il y a plus rien. Ouais. Et après, quand je suis sorti du dernier film, moi j'étais abattu. Ouais, moi aussi. Franchement, la fin de la saga en film, c'était une épreuve. C'était très bien. C'était très bien fait. Bah, À part l'épilogue, on peut- l'épilogue, il est un peu Non. Ouais, c'est un peu. on fera des épisodes. Pas de toute vite. façon. Hein On fera des épisodes sur Harry Potter. Sur Harry Potter, bien sûr. Ça Ça sera- s'écrit tout seul. Ça et Star Wars. Est-ce qu'on a fait le tour de celle-là Euh. Ou est-ce que t'as d'autres points à. Je regarde ce que j'ai noté. Apporter. Oui, parce que j'ai un fichier PDF. Oh d'accord. Ouais, il y a des Ah oui, il y a des arguments et tout, Oui, carrément. bien Ah, sûr, respect, bien sûr, respect. bien sûr. Non, non, il y a un travail. Non, mais j'ai vu Il y ça. a- voilà. Moi, j'ai une vieille note sur mon téléphone. Je regarde juste. Hop. Non, bah écoute, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Moi, je vais te laisser le choix entre une théorie un peu décevante Ok. et une théorie dégueulasse. Elle est dégueulasse. Dégueulasse en premier. Dégueulasse, elle est. Alors, on va te dire en une phrase Oh putain. sur DBZ. Ok. Trunk est son propre père. Ah ouais, d'accord. Non. Non, non. Il y a des arguments ou c'est juste ça? Alors, il y a. elle est flaguée la théorie. Il y a un argument. Donc, déjà, donc, je pense que tu l'auras compris. Trunk, quand il déboule sur Terre, il aurait besogné sa propre mère. Voilà. On est là-dessus. Le mot est lancé. Ok. La théorie est basée sur le fait que quand Trunk arrive, Bulma le trouve beau. C'est tout. C'est tout. Putain, mais Il y a- mais- c'est mais- une connerie. non, mais il y a Normal des- qu'elle le trouve beau, il est issu d'elle. Mais il y a des gens qui ont écrit cette théorie sur internet. Je l'ai vu en toutes lettres écrit. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut leur retirer internet. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des fans de manga, il faut pas qu'ils sortent de chez eux, ils sont dangereux. Et donc oui, c'est juste basé sur ça. Et du coup, ça voudrait dire que... parce que lui, il revient 2 ans après, il me semble. En gros, Ouais. il vient les voir, il leur dit de se préparer, Avec Mecha Frieza là. et il revient 2 ans après, Ouais, c'est ça. et il se rend compte que ça a changé. Donc ça, en fait, pendant ces 2 ans, il aurait besogné sa propre mère, et elle serait tombée enceinte de lui, dans les deux sens du terme. Mais du coup, putain, j'avoue, c'est fort ça. Mais du coup, en fait, ça ferait une espèce de boucle Oui, infinissable. En fait, il c'est est ça. obligé de rentrer... Il a toujours été en fait son propre C'est père. ça, il est obligé de revenir dans le passé pour baiser sa mère. Ça, il y a un côté retour vers le futur C'est- chelou. Ah, cela dit, de dégueulasse. Retour vers le futur, Marty, Ouais, ouais. il galoche sa mère dans la voiture. Ouais, Alors, c'est certes, il a pas l'air content, mais quand même. Ouais.
Alors qu'il sait en plus. Euh, Tu peux très bien repousser la meuf. Il a accepté quand même. C'était. Donc voilà, cette Fallait pas théorie, mourir, je pense qu'elle nécessite pas forcément un développement Non, mais de toute façon, au-delà. en vrai, ça c'est des théories, et ça va être intéressant de l'évoquer, je pense. C'est des théories. Il y a tout et n'importe quoi dans les théories. Tu vois, ça par exemple, ça n'a aucun fondement. Ça repose sur que dalle. Ça Sur- repose sur le fait que c'est les détraqués, ces gens-là. Oui, voilà. C'est. Ouais, non, il y a un côté. Ouais, non, c'est un peu chaud, là. Un côté incestueux. Un fantasme incestueux. Et du coup, maintenant, j'ai l'autre théorie, Vas-y. qui est la décevante, quoi, on va dire. C'est DBZ aussi Batman. Batman, putain. Alfred Ouais. serait le père biologique de Bruce Wayne. Martha aurait eu une liaison extra-conjugale avec Alfred. Mais pourquoi faire Et Alfred, donc aurait besogné Martha, ça besogne des darons. ça besogne. Et du coup, Alfred, le propre père, le père biologique, en tout cas, de Bruce Wayne. C'est basé sur quoi? Grosso modo, c'est basé sur le fait que c'est un peu le substitut paternel de Bruce Wayne, qu'il a des attitudes paternelles avec lui, Ouais, ce qui est a priori normal. Hein, mais Bah oui. mais c'est surtout basé sur le fait que il a la garde de Bruce, factuellement. Ouais. C'est que Bruce, il a perdu ses parents vers quel âge? 10 ans, un peu moins peut-être. Moi, je sais plus. Et on donne la garde au majordome. Bon, après, c'est majordome, mais c'est particulier. Ça quand reste même. un employé, tu vois. Ça reste. Oui, c'est On sûr. donne pas la garde à un employé. Non, mais après, Donc peut-être c'est que circonstanciel aussi. peut-être que la paternité de Alfred aurait été établie en secret, via devant la justice ou devant, je sais pas, les affaires familiales, je suppose. Mhm. Il doit y avoir des affaires familiales à Gotham. Ouais. Qui se passent que de nuit. Sous Et- la pluie. Et du coup, peut-être que la paternité de Alfred aurait été établie. Il l'aurait pas dit à Bruce, parce que bon, c'est quand même un peu chaud. Bruce, en fait, ton père, c'est pas ton Ah, père. ça aurait été. Ah oui, ok. Ça aurait été établi post-mortem, quoi. Post-mortem. Ok. Et du coup, on l'aurait dit en tant que père génétique. Mais lui, il l'aurait jamais dit à Bruce. Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est de la merde, Oui. personnellement. Mais effectivement. Non, mais après, toutes les théories que j'ai présentées, j'y crois pas à toutes. Ah oui, bien sûr. Pour le moi coup, aussi. celle des Horcruxes, j'ai envie d'y croire parce que je la trouve cool. Elle est cool, elle est cool. Elle est cool. Vaut la peine d'être dite. Après, en fait, Alfred, père biologique de Bruce Wayne, alors, pourquoi pas, hein, mais à quoi ça sert au final, tu vois? Ah, rien. À quoi ça sert? Parce qu'en soi, parce que oui, effectivement, c'est un employé. Effectivement, il est extérieur à la famille, c'est sûr. Mais il y a des circonstances. Alfred, on sait que Alfred chez les Wayne, c'est pas qu'un employé. C'est pas Bien qu'un sûr. majordome. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? C'est plus que ça. Tu vois. Donc après, on peut s'imaginer, parce que ça, pour le coup, c'est un aspect de l'histoire de Bruce Wayne que je connais pas. On n'a jamais entendu parler, enfin moi en tout cas, on n'a jamais entendu parler d'autres familles en fait, d'autres membres de la famille Wayne, tu vois. Des deux côtés, parents, père et mère. C'est peut-être dans les comics, mais j'avoue que. Ouais, ça doit être. Pas dans ceux que j'ai lus. Ouais, moi non plus, tu vois, j'ai jamais même entendu parler de ça. Donc ça se trouve que les parents Wayne n'avaient juste pas de. Si il y avait personne pour accueillir Bruce, tu vois, et que voilà, la personne la plus désignée pour ça, et qui se serait peut-être même manifestée pour l'être, Oui. ça aurait pu être Alfred, Peut-être. tu vois. Mais c'est vrai que c'est une faille juridique, on va dire. Ouais, Le majordome qui a la garde du bébé, enfin de l'enfant, c'est bizarre. c'est vrai. Après, c'est particulier, c'est des familles de milliardaires de ouf, tu vois. Mais d'ailleurs, dans les comics, la famille Pennyworth, ils sont blindés là, il me semble. C'est pas une grande famille un peu? La famille d'Alfred? Je sais plus. Parce que lui, il me semble qu'il y a des Il y a versions un où truc. c'est un ancien Ouais, ouais, agent secret ou il a militaire. plusieurs un origin peu. story, ouais. Mais la plupart du temps, ouais, c'est un truc comme ça. Débat parallèle. Meilleur Alfred au cinéma. Ah ouais, toi, tu lances des Comme ça, sans prévenir. balles comme ça. Meilleur Alfred au cinéma. Pour moi, le meilleur Alfred, il est dans les jeux Arkham. Mais bon, c'est pas la question. De toute façon, les meilleurs personnages de Batman sont dans les jeux Arkham. Moi, pour Alfred, je suis pas d'accord. C'est qui pour toi? Michael Caine, dans la trilogie de Nolan. Alors, ça m'est venu vite. Parce que c'est Michael Caine. Déjà, mais la scène où dans Rises, où il s'en va, parce qu'il dit en haut à Bruce, moi je veux pas vous voir vous tuer. Moi je trouve cette scène elle est incroyable. Ouais, mais je trouve que ça fait pas Alfred. Mmh. Alfred, il reste, même si Bruce Wayne il est au bord du précipice, Ouais, mais justement, moi je trouve là, il y a ça. un côté abandon que je trouve qu'il incombe pas à... Moi je trouve la scène elle est incroyable. Non, la scène est bien, et même quand il le revoit dans le restaurant, là, il est censé être mort, il le voit dans le restaurant, il lui fait juste un signe de tête, il n'y a pas besoin de parler, tu vois. Non, la scène est forte pour un film, mais c'est juste que je trouve que ça colle pas tant que ça à Alfred, donc... Après, j'ai envie de te dire, c'est ça ou quoi, tu vois. C'est d'ailleurs fait intéressant dans les premiers de Tim Burton et dans ceux d'après, avec Clooney et Val Kilmer, c'est le même Alfred.
Moi, je crois que c'est celui-là que j'aime bien. Alors que c'est pas les mêmes Batman. Je crois que c'est celui-là que j'aime bien. Je crois que c'est cet Alfred que j'aime bien. Après, Avec c'est les pas lunettes, parce que moi, Val Kilmer, le film de Val Kilmer, je l'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais petit. Objectivement, je sais que c'est pas forcément un bon film, même si c'est pas le pire. Non. Mais j'ai un attachement à ce film. Donc je sais pas si je suis objectif, mais j'aime bien cet Alfred-là, tu vois. Je suis d'accord qu'il a une gueule. Ouais, Ça, je pense qu'on marche fera bien. on fera une rétrospective complète sur la saga par réalisateur. Ouais, Parce que ouais, je pense ça va être bien. je Ça. pense qu'il y a des choses à dire. Et Ça sur, va bien. et sur Nolan, on va s'insulter. Ah, sur Nolan, putain. Il y aura un épisode sur Nolan. Du coup, Alfred, père de Batman, c'est établi. Voilà. Ouais. C'est validé. Sympa après, tu vois, ça se Moi, je questionne. trouve que ça met un peu de sel dans les épinards, Ouais. mais voilà. Ouais. On n'est pas sur de la théorie de fou. Quoi. Ouais, c'est pas. Ok. Donc c'est à moi. Vas-y. Est-ce qu'on reste sur Batman ou est-ce qu'on va sur autre chose? On va sur autre chose comme ça. Vas-y. On y reviendra. Alors, je vais te parler de quoi? Je vais te parler de DBZ. Et là, Ok. accroche-toi bien parce que là, c'est chez Père. C'est chez Père et ça se touche un peu. D'accord. Ça se touche un peu. Alors, cette théorie Non, sur mais- DBZ, non, tranquille, elle est sur le Super Saiyan. Donc sur l'état du Super Saiyan. Ok. D'accord. Allez, Ou gazeuse. super. Elle est sur l'état du Super Saiyan. Et elle voudrait dire que le Super Saiyan n'est pas, comment dire, n'est pas créé par la colère. Le Super Saiyan est créé par une émotion propre au guerrier, qui serait différente pour chaque guerrier. Bois un coup. Je crois que j'avais entendu un truc comme ça. Ouais. Mais vas-y, développe. Je vais développer. Alors là, j'ai mis beaucoup de notes et je vais peut-être me Ouais, partir oui. un peu en vrille. On comprend pas. Alors, déjà, cette théorie, elle suppose que déjà, faut se mettre dans le contexte. Elle suppose que Akira Toriyama, paix à son âme, ait établi cette chose-là en non-dit. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je ne pense pas. Ouais, parce qu'a priori, lui, il écrivait un peu Voilà. à la zob. Et puis, il était très simpliste dans ses Oui, il allait à décisions. l'essentiel. Voilà, dans ses idées. Donc, c'est joli, tout ça, mais je pense que c'est juste de la branlette. Enfin, que c'est juste une réflexion de fan Ça m'en a tout l'air. pour donner plus de profondeur à quelque chose qui n'en a pas. Tu vois. Ok. Mais en tout cas, voilà. Déjà, la première chose qu'on nous dit sur le Super Saiyan, et encore une fois, je mets des guillemets parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga, c'est que il a un Super Saiyan apparaît tous les 1000 ans. Mhm. C'est la légende du Super Saiyan. Mhm. D'accord, le Super Saiyan légendaire. Celui qu'on attribuera aussi à Broly plus tard. Bon, après, le sujet Broly, c'est autre chose. Tout à fait. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'il y aurait un Super Saiyan qui apparaîtrait tous les 1000 ans. Sauf que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est faux. Dragon Ball Z, la saga Cyborg, nous fait apparaître 3 nouveaux Super Saiyan. 2 ans après l'apparition de Son Goku en Super Saiyan. Donc on peut déjà établir que la légende du Super Saiyan, dans cette forme-là, C'est du pipi. c'est du pipi. Après, peut-être que la forme Super Saiyan légendaire est autre. Tu vois. Peut-être que c'est pas juste le Super Saiyan comme on l'a découvert avec Son Goku. On l'a jamais vu. Il y a des théories sur Yamoshi, je sais pas si tu connais ce personnage. C'est le Broly fille, hein. Non, qui serait le premier Super Saiyan de l'histoire. Dont la légende parlerait de lui en fait. Moi, je préfère la version sur laquelle c'est Bardock. Ouais, mais c'est de la merde. Oui, mais elle aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Mais c'est de la merde, le film c'est de la merde. Parce que d'ailleurs, à une époque, le Super Saiyan légendaire, on pensait que c'était la forme de Broly avec les cheveux verts. Oui, parce que l'OAV, le premier OAV de Broly s'appelait comme ça. Broly, le Super Saiyan Mais a légendaire. si je priori, dis pas de c'est conneries. dû à son espèce de bracelet, enfin de son espèce de couronne là, qui inhibait ses pouvoirs. Bah écoute, là, ces dernières années, on a établi cette forme comme ce qu'ils appellent, encore une fois je mets des guillemets, le Super Saiyan Berserker. Ouais. Parce que je sais pas si tu sais, je sais pas si t'as regardé Dragon Ball Super. Non. Non, bah t'as raison. Mais il y a un autre personnage qui a cette forme-là. La fille. Une femme, ouais. Qui possède cette forme-là. Donc apparemment ça aurait été établi que c'est un état. Un peu comme Trunk contre Cell, un peu. Non, plus comme Trunk dans Super, tu vois. Non. T'as rien vu de Super? Bah par exemple dans Super, Vegeta, Sangoku, J'ai essayé. mais- Sangohan et Trunk du futur, ils ont chacun une forme propre à propre à eux en fait. Tu vois. Et ça va aller dans mon sens d'ailleurs, je viens de capter, ça va dans mon sens de ma théorie, putain, ça se trouve c'est vrai. Ouais, Bref. ou alors, Dragon Ball Super pue la merde.
Ah, mais ça, c'est sûr. et flingue toute la mythologie de la saga. Peut-être. Peut-être pas tout, mais, Mais je oui. connais pas, De toute je façon, connais. ça sert à rien. Enfin, j'ai pas regardé. En fait, je me suis renseigné dessus, mais j'ai pas regardé. Ok. Ce que j'en sais ne me donne pas du tout envie de regarder. Ah, mais Je chie sur Dragon Super. honnêtement, je me suis tapé les tomes. Juste pour Que t'as comparer. acheté à la librairie d'ailleurs. Exactement. Juste pour comparer et pour voir si c'était pas mieux. Ouais. Non. Et c'est terrible parce que tout le monde disait que c'était mieux. C'est pas. Enfin, si, oui, objectivement, c'est un peu mieux. Mais c'est pas fou, sa mère. Ça reste très très nul. Son histoire est la même. Sangoku Golemon, c'est le même. Oui, c'est pareil. Et encore, bref, vas-y, c'est pas le sujet. Du coup, la théorie. Alors, où en étais-je? Donc voilà, cette théorie veut que chaque Super Saiyan soit. Enfin, l'éveil du Super Saiyan soit propre à chaque guerrier. Et du coup, ça va nous amener à revoir les apparitions des différents Super Saiyan. Dans Dragon Ball Z, bien sûr. Donc on peut commencer avec Sangoku. Sangoku, et là je ne fais que citer la théorie bien sûr. Sangoku, si on en revient à la base du personnage de Goku, ce qui le caractérise le plus, c'est d'être le protecteur de la Terre. Du moment où il rencontre Bulma jusqu'à la fin de Dragon Ball Z, Sangoku c'est le héros ultime, c'est celui qui se dressera toujours entre l'ennemi et la Terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette figure-là du protecteur. C'est le seul personnage qui a vraiment cette imagerie-là, tu vois. Et en gros, la théorie voudrait que l'apparition du Super Saiyan chez Goku soit pas due à sa colère d'avoir perdu Krillin, mais ça serait en gros le manquement à son rôle de protecteur, cette émotion-là, tu vois, d'avoir failli dans son rôle de protecteur, qui aurait créé le Super Saiyan. Alors là, c'est tiré par les cheveux, je te l'accorde. Mais attends, parce qu'après, on a plusieurs exemples, tu vois. On a Trunks du futur, par exemple. Il devient Super Saiyan pendant son film d'ailleurs, enfin son TV spécial qui est d'ailleurs un des meilleurs. Il devient Super Saiyan à la mort de Son Gohan. D'accord? Sauf que Trunks du futur, c'est qui? C'est un Trunks qui n'a pas connu la Z-Team, qui n'a pas connu tout ce qu'on connaît de Dragon Ball Z. C'est le seul qui n'a pas connu ça et qui a connu que Son Gohan. Tu vois ce que je veux dire? Donc à travers Son Gohan, il avait cette espèce d'icône qui était aussi Son Goku et qui était aussi la Team Z à l'époque, de protection. Et en gros, en perdant Son Gohan, il aurait été face à l'abandon complet. Tu vois ce que je veux dire? Du peu qu'il connaissait de la Z-Team et de Dragon Ball Z en général. Ça aurait été la colère face au sentiment d'abandon qui aurait créé le Super Saiyan de Trunks. Voilà, donc c'est de la colère. Hein? Donc c'est de la colère. Il y a de la colère. Évidemment, en fait, la colère, elle déclenche le truc, mais l'éveil se ferait par une émotion qui est propre au guerrier. Ouvre ton cœur, t'inquiète. Tu vas voir où il va en venir. J'y crois pas, hein, je précise. Oui, parce que ça pue J'y la crois merde. pas. Non, mais attends, ça va devenir sensé. Sangohan, par exemple. On va faire exemple par exemple. Vas-y. Sangohan, quand il devient Super Saiyan dans notre timeline, d'accord, Mhm. il est pas en colère, il est pas face à une situation extrême. Il devient Super Saiyan dans la salle de l'esprit du temps, Tout à fait. avec son père. Bon, son père essaye de le titiller Oui. un peu, il lui dit lui il va tuer ta mère ou je sais plus quoi là, exactement ce qu'il lui a dit. Mais il est pas. Il a quel âge à cette époque-là, Sangohan? Je crois il a 7 ans. 10, je crois. Non, 9, 10, je sais plus. Ouais. Je sais plus. Bon daron déjà. Non mais voilà, il est pas dans une situation extrême comme a pu l'être Trunks du futur ou Sangoku, tu vois. Il est pas dans une situation extrême, par contre il y arrive quand même Mhm. à se transformer en Super Saiyan. Et la théorie, encore une fois, veut. Il a envie de plaire à son père. Non, en fait, ça serait quoi? Parce qu'à partir de la saga Cyborg, on est dans l'idée pour Sangohan de la transmission, l'héritier de Sangoku. C'est ce thème-là que va aborder Sangohan tout au long de la saga. Qui sera bien prolongé dans l'arc-bout d'ailleurs. Bah, l'arc-bout était pas prévu. Ouais, Mais on en voit gros- on voit qu'il a suivi son Ouais, idée. ouais, non, mais en tout cas, là, on parle que de l'arc Cyborg, tu vois. Du début à la fin de l'arc Cyborg, le thème autour de Sangohan, c'est ça. C'est la passation de flambeau. Et du coup, en fait, ça aurait été pour accepter ce rôle, ce besoin de ressembler à son père, ce besoin d'aller dans ce sens-là, Ok. qu'il aurait déclenché le Super Saiyan. Attends. Nouvel argument, au vu de cette théorie qui est bien longue, c'est que la colère n'est pas une condition du Super Saiyan. Mhm. Justement, on en tient pour preuve encore une fois dans la saga Cyborg, Sangoku et Sangohan apprennent à devenir Super Saiyan et à rester Super Saiyan sans ressentir de la colère. C'est d'ailleurs même le sujet de leur entraînement pour devenir plus fort. Tu vois, au moment où ils rentrent dans la salle de l'esprit Oui. du temps. La première idée c'était de transformer Sangohan en Super Saiyan et ensuite de pouvoir maintenir l'état sans colère. Tu vois ce que je veux dire? Et donc cette théorie voudrait dire que ce n'est pas la colère
créer le Super Saiyan, ça serait l'excitation extrême, au vu d'une situation extrême, qui déclencherait, par rapport à une émotion propre au guerrier, l'état du Super Saiyan, et en ferait de lui un Super Saiyan, tout simplement. Et du coup, ça serait sur un sentiment différent pour chaque guerrier. Tu vois ce que je veux dire. Et donc là, là où je pense qu'on peut mince. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu voulais dire un truc. Alors, Ah oui, il y a Vegeta aussi. alors Vegeta, ça va être l'ego. Hein? C'est son ego. Non, Vegeta, ça serait la jalousie. Oui, voilà. Parce que, en fait, Oui, parce que quand il part s'entraîner dans l'espace, là, C'est ça. et qu'il n'y arrive pas, et qu'il passe pour un gland. c'est ça. En fait, Vegeta, il s'est entraîné à devenir plus fort toute sa vie. Il a fait preuve d'une colère inimaginable au final, tu vois ce que je veux dire, tout au long de sa vie. Il n'a été qu'en colère. On le voit que en colère ou un peu sadique sur les bords. Ou Tu vois. français. Voilà. Toujours le français. Toujours énervé. Donc il aurait eu cette colère extrême toute sa vie, par contre ça aurait jamais marché. Mais c'est après avoir vu Son Goku y arriver qu'il aurait réussi à le développer. Donc lui ça aurait été la jalousie qui aurait créé en lui le sentiment qu'il lui fallait pour éveiller le Super Saiyan, tu vois. Ouais. Alors, moi je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est un tissu de conneries. Ouais. Et j'ai presque envie de t'insulter pour avoir osé l'évoquer, tu vois. Non, en fait, je trouve que... Alors, je pense qu'en fait, le point commun entre tout ça, ça reste la colère. Bah Tu vois. la colère, oui. C'est que peut-être c'est une colère qui vient de raisons différentes, Mhm. mais en soi, Son Goku, le manquement à son rôle de protecteur, du coup, ça l'énerve. Tu vois, il vient de voir son pote Bah, crever. Pas forcément de... Oui, en fait la mort de Krillin l'énerve. Il en veut à Freezer pour ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, Krillin il canne aussi dans l'arc Piccolo. Par exemple, pourquoi il n'a pas éveillé le Super Saiyan à ce moment-là? Parce qu'il était pas aussi puissant. Oui, mais d'accord, mais si c'est la colère qui crée le Super Saiyan, regarde Sangoten et Trunk, ils étaient enfants, ça leur a pas empêché de. Oui. Après, c'est un autre sujet, Sangoten Mais il y et a Trunks. quand, mais il y a quand même une sorte, comment dire, Bah déjà, Sangoten et Trunk, eux ils savent que le Super Saiyan existe. Mhm. Donc ils savent à peu près ce qu'il faut faire pour y arriver. Bah non. Son Goku il part de zéro. Ah, mais d'accord, mais Sangoku. Il n'y a pas de manière de devenir Super Saiyan si on exclut d'ailleurs Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super a donné une recette pour Ouais. transformer les Super Saiyan. Ce qui prouve encore une fois que ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde, sa grand-mère. Mais non mais, comment dire, en fait c'est toujours plus facile de faire quelque chose quand quelqu'un l'a déjà fait. Parce que déjà tu sais que c'est possible, Ouais. et t'as une idée à peu près de comment ça peut marcher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais regarde, Sangoku, quand Krillin meurt, il ne sait pas qui. Mais je pense qu'il y a quand même un cap de puissance à avoir aussi. Ah, tu penses qu'il y a un minimum de puissance à avoir Bah je pense. pour le déclencher? Bah oui. Ah, je pense pas. Bah- Je pense pas parce que je pense pas que. Par exemple, ça voudrait dire que Goten, dans l'arc Buu, en Super Saiyan, il est aussi puissant que Son Goku dans l'arc Namek face à Freezer? Bah je pense. Je pense pas. Moi je pense pas. Je Parce pense que- que l'état Super Saiyan est vraiment un état. Pour moi la puissance de tous les personnages dans Dragon Ball elle fait qu'augmenter au fur et à mesure quoi qu'il arrive. Oui, mais pas pour tout le monde. Ouais mais la moyenne des personnages dans l'arc Buu, elle fracasse la moyenne des personnages dans l'arc Freezer. Mais donc ça voudrait dire que la transformation Super Saiyan Même, 1, mais même Piccolo, dans l'arc Buu, il fracasse Freezer. alors. Parce qu'entre temps il a fusionné avec Dieu et tout. Oui, oui, mais lui c'est pareil, c'est des power-up. Mais ça voudrait dire, si on La tient moyenne. à ce que tu dis, ouais, elle monte. Mais ça voudrait dire que l'état Super Saiyan, tu prends n'importe quel Super Saiyan 1, il a la même puissance. Non. Voilà. Mais pour moi il y a quand même un... C'est comme un RPG. Pour moi il y a un certain niveau à avoir. Un certain... Tu vois? Un certain... C'est pas genre tu passes niveau 2, tu vas directement passer Super Saiyan. Pour moi il y a de l'XP à gagner, faut augmenter tes stats. Moi je pense que Ouais. Goten et Trunks justement contredisent ce truc-là, tu vois. Bah déjà Goten et Trunk, c'est des 100 mêlés. Ouais. Et il est dit, il est peut-être pas dit, Il est pas dit, je crois. mais c'est des règles un peu différentes. Parce que tu vois, Gohan il arrive à passer Super Saiyan jeune aussi, enfant. Aussi. Ouais, bah voilà. Bah, par exemple, est-ce qu'il est aussi fort que son père face à Freezer à ce moment-là? Moi je pense que oui. Non, je pense pas. Moi je pense pas que tous les Super Saiyans se valent, Pour justement. moi c'est un... Il y a un minimum de puissance commun. Tu vois? Non, mais attends, ça voudrait dire. Ah, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sangohan, quand il se transforme pour la première fois en Super Saiyan, il peut pas avoir la même puissance et la même XP que son père qui s'est transformé en Super Saiyan à 30 ans. Pour moi oui. Bah non, ça tient pas debout.
Mais par Non, contre, attends, par contre, je par suis contre, à d'accord époque- avec toi quand tu parles de la théorie. Hein. à époque Je pense égale. que c'est de la merde Ah aussi. oui, voilà. Non, mais qu'on soit Mais d'accord. à époque, Mais sur ce débat-là, je pense pas. à époque égale. C'est-à-dire, au moment où Son Gohan arrive à se transformer en Super Saiyan, Mm. Son Goku, à la même époque, en Super Saiyan, il encule son fils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment ça Il tabasse son fils. Bah, pourquoi tu dis Moi, je te parle à première transformation. Pour moi, c'est à peu près pareil. Pour moi, c'est un plancher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En gros, t'as atteint ce stade. Pour moi, c'est un niveau, tu vois. Ah, pour moi, c'est un état. Pour moi, c'est un état. Pour moi, ça n'a rien à voir avec un niveau. Moi, je pense qu'il y a même des gars qui sont pas Super Saiyan qui peuvent être plus forts qu'un Super Saiyan. Bien sûr. Mais pour moi, pour passer le cap Super Saiyan, il faut à peu près la même puissance. Non, je pense C'est pas n'importe quel Pécor Saiyan. Il va s'énerver un peu, parce que je sais pas, il a joué à Dark Souls, il va pas se transformer et il va pas atteindre directement. Si, remarque, je sais pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a un truc dans cette théorie. Non, il y a rien. Il y a un cette truc. théorie. Bah si, parce que ça Je associe, suis à ça de te demander de sortir chez moi. ça associe la transformation à un truc qui est propre au guerrier. Et c'est vérifiable, parce que tous les Super Saiyans qu'on voit dans Dragon Ball Z ne l'éveillent pas de la même manière. Écoute, Et dans les mêmes circonstances. moi je suis à ça de t'envoyer chier. Non, mais encore une fois, je dis pas que j'y crois. Hein. Je Mais pense pour moi- que c'est un truc qui se touche un peu trop. Pour moi, le déclencheur. Le déclencheur est différent, mais la finalité est la même, c'est la colère. Ouais, mais alors dans ce cas-là, La pourquoi... colère, c'est la finalité. Mais dans ce cas-là, pourquoi il est possible d'être Super Saiyan sans être en colère alors? Parce que après, tu arrives à trouver une sérénité au fond de toi. Mais pour moi, déjà pour moi, à partir du moment où tu l'as fait une première fois, tu arrives plus facilement. Oui. Ouais, quoique, je sais même pas en fait. Je sais même pas en fait. Bah, après, il passe Super Saiyan comme ça, tu vois. Oui, d'accord, mais oui. C'est une gymnastique, Ouais. c'est un muscle. Tu vois, ça s'oublie Ouais, pas, je c'est sais comme le pas. vélo. Je sais pas, je pense que c'est plus profond que ça, tu vois. Ouais. Pas Voilà. autant, Non. pas autant que ça, pas autant que la Tu théorie. me la vendras pas ta théorie, elle plus la mienne. Mais non, mais c'est pas la mienne, on pas les couilles. Non, mais cette oh, théorie. écoute. Je suis sûr, si je cherche sur internet, c'est toi qui l'as écrit. Je sais pas. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, ça tient pas la route de ouf. Que je suis persuadé qu'Akira Toriyama s'est pas pris la tête plus que ça. Oui, je pense. C'était visuellement génial le Super Saiyan. C'était pas le genre à se prendre le chou. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Je trouve Allez. que c'est intéressant. Anecdote connue d'ailleurs. Pourquoi j'allais dire le chevalier. Pourquoi le Super Saiyan est blond? Ah oui, parce qu'il avait la Qui a flemme. pas envie de colorer les Ouais. cheveux. Donc, tu vois, Même ça, on c'est sait pas si c'est vrai. Mais moi, alors, franchement, quand tu regardes un peu les interviews du gars et tout, ça a quand même l'air d'être un branleur un peu, Toriyama. Ouais. Avec tout le respect qu'on lui doit et merci, Son âme. merci pour tout, paix à son âme. Ça a l'air d'être un peu un mec à la cool, tu vois. Ouais, grave. T'es genre, ouais, c'est bon. Tu vois. Donc je pense que le coup il avait la flemme de colorier, ça a l'air d'être quand même C'est assez. possible, Tu vois. c'est possible, mais Mais visuellement, c'est brillant. Ça aurait pu très bien être inventé justement parce qu'il est un peu comme ça caractériellement. Après, oui, encore une fois, cette théorie, elle se branle un peu. Et dans la série d'ailleurs, quand ils avaient plus leur aura autour d'eux, Oui, et qu'ils avaient les cheveux un qu'ils peu avaient plus les clairs. cheveux un peu plus pâles, là, Ouais, c'est génial. j'adore ça. C'est génial. On va repartir sur du Harry Potter. Ok. D'ailleurs, il y a une théorie aussi que j'ai pas notée que je te dirai après. Parce que. T'inquiète. Là, on va parler de voyage dans le temps. Théorie que j'aime beaucoup. Je savais que c'était celle-là. Je savais que c'était celle-là. Parce que j'adore le personnage que ça concerne. Bien sûr. C'est mon personnage préféré depuis toujours. Depuis que j'ai lu le premier livre, c'est mon personnage préféré. Je ne sais pas pourquoi. Avec les cheveux, le côté rouquin. Ron Weasley. Une théorie qui voudrait que Dumbledore soit le Ron du futur. Ouais. Il y a une théorie qui veut ça. Tout est dit déjà. Moi j'adore. Mais en fait, la théorie, elle marche que pendant cette phrase. Exactement. Donc théorie, quand même, je te le raconte un peu stylé. Vas-y. Il y a eu une bataille. Harry, ses amis, contre Voldemort, les mange-morts. Ils ont perdu. Tout le monde est mort, sauf un homme. Ronald Weasley. Ronald Bilius Weasley, j'irais même jusqu'à dire. Il a réussi à survivre, et ensuite il a cherché le moyen de retourner dans le temps. Avec le retourneur de temps. Tout à fait. Il a dû en faire des tours. Oh putain. Il a réussi à retourner dans le temps, mais il s'est planté d'époque. Ou alors il l'a fait exprès, mais dans tous les cas il est revenu beaucoup plus tôt. D'ailleurs, c'est pour ça il a vécu, etc. Manifestement il est devenu homosexuel, parce que il est passé de Hermione à Grindelwald. Pourquoi pas, écoute, les préférences sexuelles ne se discutent pas. Chacun son cheminement.
Déjà, ça, c'est la première incohérence. Après, mais je veux bien qu'une orientation sexuelle soit pas fixe, mais déjà, c'est la première épine dans le. Oui, tu passes de. Oui. C'est la première épine dans le pied de cette théorie. Ouais. Enfin bon. Il a réussi à machin, clac, clac, clac. Et il aide Harry. Voilà. C'est la fin de la théorie. Alors, c'est basé sur des trucs. Après, c'est basé sur des trucs qui, a priori, sont dits dans les bouquins. Apparemment, ils ont tous les deux une cicatrice au genou gauche. Je sais pas d'où ça sort. Ils ont la même couleur d'yeux. C'est dit dans les bouquins qu'ils ont tous les deux de très longs doigts. Ils aiment beaucoup les Bertie Crochus. Ah si, comme ça, il me semble que c'est dit qu'ils se sont cassés le nez, les deux. Voilà. Ok. Non, mais ça a le mérite d'exister. Mais c'est. Non, c'est juste pas possible. Je pense que la première explication à ce que ce soit pas possible, c'est que Dumbledore il a une putain de famille, quoi. Il a un frère, une sœur, comment ça aurait été possible? Comment t'expliques ça, tu vois? C'est dit aussi que Dumbledore était roux Oui, quand il était jeune. oui. Bon. Ah ah. Ouais, c'est sûr. Alors je suis d'accord qu'on est en Angleterre. Donc des roux, a priori, il y en a quelques-uns. Mais, la théorie a le mérite d'exister. Non, c'est sûr, non, franchement, ça mérite d'exister. C'est intéressant, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on explique. Comment il s'appelle son frère? À Belfort. À Belfort. Comment on explique à Belfort, comment on explique sa sœur, comment on explique l'histoire avec son père, qui a tué les Moldus, là, et qui allait à Azkaban. En fait, on connaît trop d'origine de Dumbledore. Si encore il sortait de nulle part, si on n'avait rien sur son passé, etc., là, je dirais ok, pourquoi pas. Mais C'est ouais, vrai. ses origines, elles sont définies, tu vois. Bien sûr. On sait même où est-ce qu'il vivait quand il était enfant. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il aurait fallu faire un film plutôt que de faire le Créature Fantastique 3 qui était bien claqué. Ouais. Les animaux fantastiques. Bon, claqué. Bon, c'est pas Attends. le débat, de toute façon. Non mais alors, on va venir dessus rapidement. Grindelwald, à la fin, son plan est dévoilé. Il fait ah mince, vous m'avez eu et il s'en va. C'est ça la fin genre. Bah après, il meurt pas. Mais il reconnaît sa défaite et il s'en va. Non, enfin, il reconnaît Gentiment sa défaite. quoi. Il reconnaît sa défaite. En même temps, il y a le monde de la magie qui est face à lui. En mode il a perdu un référendum, il s'en va. Non, moi je trouve que c'est stylé. Moi je trouve que le passage où il y a la propagande qui s'installe de Grindelwald, où le monde des sorciers commence à changer son fusil d'épaule, tu vois, et on voit ce qui se passe parce que tout le monde, les gentils entre guillemets savent qui est Grindelwald, c'est limite un terroriste magique, tu vois ce que je veux dire. Et petit à petit, à force de contact, à force de manipulation, il arrive à se faire accepter du plus grand nombre, jusqu'à même être considéré comme un candidat à la présidence du truc magique. Le Ce côté, passage-là, il est le côté intéressant. politique pouvait être intéressant, Ouais. mais je trouve franchement que. En plus, les secrets de Dumbledore, ouais, je sais pas. Voilà, franchement, c'est une trilogie qui aurait pu être. Qui aurait pu partir dans une bonne direction, et je trouve que c'est dommage. Bon, enfin bon. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu postologie Star Wars dans la trilogie des Animaux Fantastiques. J'ai l'impression que le plan de base, c'était pas ça. Ou qu'il n'y en avait presque pas de plan en fait de base. Bah, je pense que quoi qu'il arrive, le premier film, il y a une vraie différence avec le 2 et le 3. Ah oui. Le premier film, c'est Dans le vraiment les animaux fantastiques, il y a un côté un peu féerique, il se passe plein de trucs, machin. Et dans le 2, t'arrives sur une ambiance beaucoup plus lourde déjà. En fait, je trouve que l'erreur c'était de mettre Grindelwald dedans, parce que du coup, ça devient un peu le grand méchant de la trilogie, et tu sens que le premier, il allait pas dans cette direction-là. Ouais. Et après, et même, dans le 3, l'affiche, t'as les secrets de Dumbledore, et en tout petit, les animaux fantastiques. Ouais. Tu vois, donc tu sens que la saga, elle a changé d'axe. vraiment. Complètement. Mais je pense que le plan de base n'a pas été respecté. Et qu'après, ils ont meublé quoi. Donc voilà, Dumbledore, Ron du futur. Ouais. Déjà, moi, quand il y a du futur, j'adore. Ouais, c'est le côté Trunks. J'aime les théories comme ça, Mm. mais Ron, malheureusement, n'est que Ron. Mais c'est pour ça qu'on C'est l'aime. déjà énorme. C'est pour ça qu'on C'est l'aime. déjà énorme. Mais quel personnage. J'adore. Quel personnage. Putain, il était pas destiné à tout ça. Et moi, je trouve que c'est ça, le courage. Tu vois, parce que Harry, il fait tout ce qu'il fait parce qu'il est obligé de le faire. Ouais, c'est limite écrit quoi. Voilà, c'est l'élu, quoi. Mm. Ça aurait pu être Neville, d'ailleurs. Ouais, Faudrait qu'on en parle un jour. J'ai failli parler de ça, mais après, c'était pas si intéressant. Alors que Ron et Hermione, ils font ça pour aider leurs potes. Ils Ouais. sont pas obligés de le faire. Ah, Ils c'est pourraient aller le se cacher avec leur courage, famille, mais ils y vont. Bon, enfin bref, on parlera d'Harry Potter, quoi qu'il arrive, c'est incroyable. Ouais, de ouf. Cette théorie-là est terminée, et effectivement, elle est nulle, mais j'ai de la Non, elle est tendresse. pas nulle. Elle est J'ai de pas la nulle. tendresse. Elle est sympa. Elle fait pas de mal, tu vois. Elle est gentille. Elle caresse dans le sens du poil. C'est ça. Et Dieu sait que j'en ai des poils. Tu sais qu'on comprend pas tout ça. Non, non, bah c'est pas grave. Vas-y, j'enchaîne. Vas-y. Alors, donc, Zelda. La fameuse théorie de Majora's Mask qui voudrait que Link soit décédé, et qu'en fait ce serait un espèce de rêve ou l'espèce de chemin vers la mort qu'il emprunterait dans le jeu The Majora's Mask. Moi j'ai un truc un peu différent, ok,
qui va dans un autre sens. En gros, Link serait pas mort dans Majora's Mask. En gros, à la suite de Ocarina of Time, il serait retourné au village Kokiri. Voilà. Sauf que, en gros, après tout ce qu'il a vécu et le danger auquel il a fait face, bah, il aurait voulu s'éloigner en fait de tout ça parce qu'il a perdu du monde entre temps. Il a dû dire au revoir à beaucoup de monde. Il a vécu des trucs pas ouf, tu vois. Et en gros, en retournant au village Kokiri, il se serait perdu dans les bois interdits, là où il y a Skull Kid. Il se serait perdu dans les bois interdits, et en gros, il se serait, comme les Kokiri perdus, transformé en un Skull Kid. Et en gros, tous les événements qui se déroulent dans Majora's Mask, ça serait une espèce d'interprétation de la transformation de Link à Skull Kid. En fait, il combattrait le truc Le qui mal, rend, hein, voilà, qui le mal qui rend les enfants Kokiri Skull Kid, tu vois. Et qui ont fait des enfants perdus, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, le temps qui passe, etc., ça serait des... en gros, il a un temps défini avant de se transformer complètement en Skull Kid. Et il y a des choses qu'il doit accomplir avant pour garder la raison et ne pas devenir un Skull Kid, en fait. Rester Link, tu vois. Et en gros, c'est ce chemin-là, parce qu'on sait que Majora's Mask, c'est un peu chez père. Oui. Parce que je veux dire, il y a plein de trucs un peu bizarres. Il y a c'est d'ailleurs ce qui était... énormément de théories d'ailleurs sur Majora's Mask. Exactement. Parce que comme il a une ambiance très Il est particulière, très 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 chelou, tu vois, les personnages qui ressemblent aux autres, le monde qui est un peu un monde parallèle d'Hyrule. oui, parce qu'au début il tombe dans un trou, Ouais. c'est pas vraiment expliqué où il atterrit en fait. Non, non, c'est pas expliqué. Et puis, il y a beaucoup de rapports à la mort, beaucoup de rapports... il y a des trucs un peu... C'est des thèmes un peu plus vénères, tu vois. Déjà qu'à Ocarina of Time, mine de rien, il se passe pas mal de trucs un peu brossons. Là, Majora's Mask, le brosson, ça y va la tête la première, tu vois. Et en gros, cette théorie serait une alternative, une théorie alternative à l'idée de la mort de Link dans Majora's Mask, ça serait plutôt son combat pour pas être perdu. Finalement. Ouais, et en gros il combat pour rester sain d'esprit, en gros, Exactement, pour c'est garder ça. le contrôle et tout. C'est ça. Et il revivrait, c'est pour ça qu'il aurait des espèces de souvenirs de ce qu'il a déjà vécu, mais différents. Tu vois, au village Goron, bah, ce serait plus le même, les auras, etc. Et en fait, si tu vas au bout du temps défini, parce que tu dois remonter le temps en fait dans Majora's Mask pour revenir, tu vois. Si tu finis pas les choses en temps et en heure. Et en gros, s'il dépasserait ce temps, bah là, il serait happé par le pouvoir maléfique qui rend les enfants perdus en Skull Kid. Alors Majora's Mask, moi je l'ai jamais terminé, toi oui? Ouais. Quand tu dépasses le temps imparti, il se passe quoi? Bah la lune s'écrase. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, tu as des événements et il faut que tu aies réussi un certain nombre d'événements avant que la lune arrive à son point. Ouais, c'est ça. Son point. Faut aller chercher les 4 géants pour Exactement. retenir la lune. Et tout. Exactement. Ok. Et du coup, une fois que tu as établi toutes ces choses-là, bah, lui, il se passe la fin en fait. Ok. Et comment se termine le jeu réellement? Une fois que tu l'as fini. Une fois que tu l'as fini, c'est-à-dire au moment où la Majora's lune Mask, arrive, vraiment la fin du jeu, c'est quoi? la fin du jeu, je me souviens pas, j'étais petit quand je l'ai terminé, mais la fin du jeu, il me semble qu'il retrouve Navi. Hein. Et oui, d'ailleurs, cette théorie, elle indique qu'il se serait perdu justement parce que à ce moment-là, il a plus de fait avec lui, Navi, et part à la fin d'Ocarina of Time, tu vois. Ok. Et en gros, ce qui permet aux enfants Kokiri de garder le fil, C'est l'effet. c'est l'effet. Parce que lui, c'est pas un Kokiri à la base. À la base, non, c'est un lien, lui. Et du coup, il a une fée quand même. Il a une fée Donnée par l'arbre Mojo. donné par l'arbre Mojo, ouais. La théorie est stylée. De toute façon, quoi qu'il arrive, les théories Zelda, elles sont stylées. Surtout sur Majora's Mask, Voilà, sur Majora's Mask, il y a une ambiance, il y a un côté. il y a trop de trucs à Il exploiter. y a un côté Silent Hill, un peu, ambiance Ouais, il y malsaine. a un truc un peu chelou. Et putain, c'est vraiment propre à Majora's Mask, parce que je me souviens pas d'un Zelda où on se soit approché. Même Twilight Princess qui a des moments un peu sombres, il va jamais vers ce terrain-là, tu vois. Ouais, parce que là, c'est vraiment plus psychologique. Ouais, c'est très profond. Bah, la théorie est stylée. En plus, Skull Kid, quoi qu'il arrive, moi, visuellement, je trouve que c'est une sorte de miroir un peu déformé de Link. Il est habillé en vert, il me semble. Non, en orange. Orange. C'est une espèce de truc en paille, tu sais, genre... Bon, rien à voir. Ouais. Moi, je dis de la merde. Non, mais en plus, le fait que ce soit Skull Kid, entre guillemets, l'ennemi, bah ça serait on verrait un espèce de combat entre lui et ce qu'il pourrait Et ce qu'il devenir. pourrait Tu vois ce que je devenir. veux dire Non, c'est très stylé. Et surtout qu'à la fin de Ocarina of Time, bah, il est tout seul. Et c'est ce que sont les Skull Kids en fait. Ce sont des enfants perdus tout seuls. Skull Kid dans. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà lu le manga Majora's Mask. Non, j'ai Ocarina of Time et je voulais trouver justement Majora's Mask. Je l'ai chez moi, je te le prêterai si tu veux. Et en fait, ce qui est dans le manga, je sais plus si dans le jeu c'est la même chose, mais je pense que oui. Dans le manga, en gros, Skull Kid, ce qu'il a fait dérailler, c'est de pas avoir d'amis en fait. Tu vois.
et qu'une fois qu'il ait trouvé le masque de Majora, il pouvait plus ou moins manipuler les choses pour qu'on s'intéresse à lui, pour qu'on le voie, et tu vois, qu'il devienne le centre d'attention. Bon, après, il est parti en couille, il s'est fait un peu manipuler par le masque. Mais en gros, voilà, c'est ça Skull Kid au final, tu vois. C'est un enfant perdu, seul, tu vois. Et c'est ce qu'est Link à la fin d'Ocarina of Time. À part Epona, il a personne, tu vois. Ok. Et Epona, elle est pas dans Majora's Mask. Epona, non. Non, non, elle est au début de Majora's Mask, en gros, Une cinématique. Ouais, dans la cinématique, quand tu rencontres Skull Kid, quand il lui vole ce qu'il a sur lui, il est sur Epona, mais après on la revoit plus, il me semble. Très stylé. Encore une fois, ça date, Majora's Mask, je m'en souviens pas bien. Très stylé, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a la théorie aussi comme quoi les villages qu'ils rencontrent, les différentes zones géographiques dans Majora's Mask représentent les étapes du deuil. Ouais, ça c'est la théorie Et principale. franchement, j'aime beaucoup C'est les très théories. intéressant. J'aime beaucoup les théories. Et ça me donne envie de me refaire Majora's Mask, que je t'ai vendu d'ailleurs, je crois. Ouais. Peut-être que je te le rachèterai. Ou que je te le louerai, enfin on va se démerder. Je te le ferai Non, très très belle théorie. J'aime beaucoup les théories Ouais. Zelda et je trouve que. Bah en fait, Zelda, il y a tellement de non-dits Oui, c'est ça. que c'est un Il y a une nid à ambiance, théorie. il y a une ambiance mystérieuse déjà de base. Ouais. Et Majora's Mask, ouais, il y a je pense que. Moi, j'avoue que je pense que c'est une sorte de bizarrerie dans le monde du jeu vidéo quand même, Majora's Mask. Parce que Ah ouais, de ouf. il arrive après Ocarina of Time, qui a putain de marché. Mm. Il pourrait faire une suite un peu dans le même délire, mais il part dans un truc psychologique chelou, un peu. Peut-être pas horreur, peut-être pas déconner non Ah, plus. on en est pas là. Mais il y a des moments qui foutent un peu les boules et Les tout. scènes où il met les masques. Ouais. Où il met le masque, Mojo, Mozora et Goron. Déjà ça, Je je vois hurler et tout. Je pense qu'il y a des espèces de. Ouais, non, il y a un délire. Il y a un Il y délire a un avec truc ce, avec avec ce Majora's jeu. Mask, il est gênant. Et je trouve que franchement, c'est couillu de la part des développeurs d'avoir fait de s'être lancé dans un truc comme ça. Bah, il n'y a que Nintendo qui peut se permettre ce genre de truc, hein, franchement. C'est franchement respect. Je pense que c'est aussi parce que la saga était déjà bien installée, ils se sont dit, Ouais. bah, allez, on le tente. Mais il n'est pas resté, c'est pas tout le monde qui connaît encore aujourd'hui, hein, pour les plus jeunes. Parce que même nous, on l'a pas connu, la sortie d'Ocarina of Time, même de Majora's Mask, c'est plus vieux que nous. Moi, j'avoue que je comprends pas la politique de Nintendo de pas les sortir sur Switch. En HD là Ouais. Ah, parce que je crois que ça a été imaginé pour la DS, ça doit être chelou. Je sais pas ce qui les bloque en soi, mais peut-être qu'ils se Franchement. cachent derrière ça. Tout le monde le fait. Sony, ils ont sorti une HD collection Devil May Cry, ils ont sorti des HD collections. Ouais, mais t'as vu, c'est des, Metal Gear Solid. c'est des jeux qui étaient déjà sortis sur console de base. Mais la toute base de Ocarina of Time, c'est une sorte. C'était. Ouais, mais console- le console portage, de salon. ouais, mais ils vont pas le ressortir en Non, version mais Nintendo 64. au pire, tu t'en fous. Tu nous sors la version Nintendo 64 en HD. Ouais, donc faudrait refaire un travail d'HD. Moi, c'est The Wind Waker. Ça marcherait. The Wind Waker, le remake, je comprends pas qu'il soit sorti que sur Wii U. C'est terrible. Tu vois, par exemple, Ouais. ce remake, je comprends pas. C'était peut-être pour essayer de sauver la Wii U. Bah oui, de toute façon, oui, c'était clairement ça. Mais pourquoi après ils l'ont pas ressorti sur Switch, tu vois? Moi, The Wind Waker, c'est un de mes préférés, sa mère. Et déjà, aujourd'hui, tu peux encore y jouer dans la version GameCube. Les graphismes, Ah oui. ils ont Même pas Twilight pris les- Princess. Twilight Princess, bah pareil, il était sur Wii U. Le remake. Ça marcherait sur Switch en plus. Ouais, je suis d'accord. C'est des connards. Ouais. Enfin, bon, respect Nintendo, mais quand même, Ouais, restez bon, pas assis sur les trésors, quoi. bah, c'est vrai. Il me reste deux théories et demie. Ok. J'en ai une Star Wars et une mi-Star Wars. Ok. Et la et demie, c'est Star Wars. Ah ouais, donc là, on reste en full Star Là, Wars. on va être full Star Il m'en Wars. reste une Star Wars en plus. Donc est-ce qu'on met la moitié Star Wars d'abord et la full Comme tu Star le Wars sens, après? La plus développée, ça sera la full Star Wars. Fais comme tu le sens, mec. Alors la mi-Star Wars. E.T. est un Jedi. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Le mot est lâché. E.T. est un Jedi, ok, Est-ce que tu es familier avec le film E.T.? bien sûr. E.T. est un Jedi. C'est même pas une théorie, je te l'affirme en fait. C'est une information. Déjà, ça repose sur plusieurs choses. Déjà, manifestement, c'est un extraterrestre. Oui, C'est un premier point. ouais, On voit qu'il vient pas de chez nous. ouais. Sans être raciste, hein. Mm. Mais on voit qu'il est pas de chez nous. Il vient d'un vaisseau spatial. Mm. Forcément. Il fait léviter des objets. Tu vois? À un moment, dans la rue, il croise Yoda. Parce que vraiment, il y a une scène qui se passe à Halloween. Il y a un petit déguisé en Yoda. Il le reconnaît Ah, il le suit. et il lui dit maison, maison. Il suit Yoda. Ok. Et surtout dans l'épisode 1 de Star Wars, dans la menace fantôme, dans le Sénat, il y a des E.T. Alors ça, j'aimerais bien le voir, ça. Ah, t'étais pas au courant de ça? Non, Ah, attends, je vais te montrer ça, mon copain. ça, j'aimerais bien le voir. Oh, ils sont un peu plus trapus quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des E.T. in shape. Alors, il y en a qui diront clin d'œil. Ça peut, ça l'est certainement.
Ou alors, E.T. est un Jedi. Alors, est un Jedi, on sait pas. Il vient de l'univers Star Wars peut-être. Et manipule la force. Oui, d'accord, mais il y a des manipulateurs de la force qui sont pas des Jedi. Alors, Jedi c'est un titre. bien sûr, mais en tout cas, manifestement sensible à la force et il fallait Ouais. éviter les objets. Ok. On le voit pas faire des trucs de fifou. Ouais. Mais, Après, où est-ce que ça se situerait? Parce que Star Wars c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. non, mais surtout. Il y a que- longtemps aussi d'ailleurs. Bien sûr. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc lui ça serait un Jedi Bah, déjà, contemporain. on sait pas ce qu'il fout là. Mm. Et surtout, ce qui un peu fragilise cette théorie, et c'est dommage, c'est que dans E.T., il y a des figurines Star Wars. Ah, ça marche pas du coup. Ou alors, Oui, c'est comme le costume de Yoda d'ailleurs. ou alors, ce sont des reliques historiques. Les figurines. Il y a des figurines de Napoléon, il y a des figurines de chevaliers, qui datent de l'histoire d'avant. Oui, mais attends. Donc on serait dans un univers où Star Wars, c'était dans cette galaxie-là, mais il y a très longtemps. Mm. Et aujourd'hui, c'est considéré comme de l'histoire. tu vois. Ils ont l'histoire de l'univers. Bah non, ils découvrent un Peut-être. alien. Bah non, c'est pas possible. Non, en vrai, c'est pas possible. Mais, s'il n'y avait pas cette putain de figurine Star Wars dans le film, ce serait incroyable. Non, mais j'aime bien. Tu vois. J'aime bien. Je suis prêt à l'accepter. Mais, tu savais pas qu'il y avait les E.T. dans la Non, version je sais même pas carrément. Putain. Et moi, je trouve cette théorie, J'avais elle est fait cool. rapprochement. Alors, c'est juste parce que Spielberg et Lucas, ils sont potes. Ouais, Ce qui est fou déjà. ouais, bon. Déjà, le duo, il est incroyable. Ouais. Mais Sacrifie des enfants ensemble. la théorie est folle. Des Ouais, anecdotes, d'ailleurs. Quand ils ont sorti... Ils ont sorti deux films quasiment en même temps, Spielberg et Lucas. Lucas a sorti Star Wars 1. Et Spielberg a sorti Rencontre du troisième type. Star Wars 1, menace fantôme. Star Wars, non, Star Wars pour le premier film, Ok. en 77. Et ils ont chacun, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, donné à l'autre un pourcentage sur les recettes. Putain. Il y en a un qui a plus gagné que l'autre. Ouais, j'imagine. Spielberg, il a dû se mettre bien avec. Ah bah, de toute façon, il a pas besoin de ça, lui. Mais voilà, donc théorie Ah, c'est bien, c'est génial. courte, efficace, mais Non, elle est bien. Je crois que c'est ma préférée depuis le début. Surtout avec le truc du Sénat, là, je savais pas. J'ai en plus appris un truc. c'est vraiment. Je crois que c'est en bas à droite dans une des scènes du Sénat. C'est en tout petit, là c'est zoomé que je t'ai montré, tu vois. Mais vraiment, tu les vois, ils font. C'est génial. Non, c'est génial. Je valide. Attends, E.T. et Star Wars sont liés. À moi la main. vas-y. Ok, moi je pars sur Batman. Allez, Ok. Shaper aussi. Très Shaper. ok. Un peu dans la veine du Super Saiyan de tout à l'heure. Très Shaper. Batman et le Joker seraient la même personne. D'accord. Fin de l'histoire. Ah, comme ça. Non, non, en gros, en plus c'est un peu malhonnête dit comme ça. Non, vas-y. C'est un peu malhonnête, c'est pas vraiment ça. En gros, Bruce Wayne aurait imaginé le personnage du Joker, il n'existerait pas. Il l'aurait imaginé pour, comment dire, catalyser en gros un peu la folie de Gotham. En gros, suite au traumatisme de la mort de ses parents, bon, on sait que Bruce Wayne est un homme brisé depuis sa tendre enfance. Il serait devenu Batman, c'est pas une invention, il serait devenu Batman, il aurait fait face à la criminalité à Gotham, mais en espèce de réflexe pour se protéger psychologiquement, il aurait personnifié toute la folie de Gotham et tout ce non-sens qu'est Gotham City, parce que c'est un non-sens complet, hein, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Il l'aurait personnifié en la personne du Joker. En gros, il n'y aurait que lui qui le verrait, il n'y aurait que lui qui pourrait avoir une incidence sur lui, ce qui n'est pas le cas du tout. Qui tient pas la route. Exactement, bien sûr. Comme Fight Club. Voilà, exactement. Et en gros, oui, Bruce Wayne aurait créé ce personnage-là du Joker pour essayer de mettre un visage sur ce truc qui est Gotham City, cette perversion qui est Gotham City. Et en gros, ça serait son opposé en fait. Lui, il serait l'espèce de truc qui combattrait ce non-sens. Tu vois, le seul mec censé dans un monde de fous en fait. Tu vois, La réponse, quoi. voilà, ce serait la réponse à ce qu'est la pègre de Gotham City, tu vois. Et ça se base sur... alors, évidemment, ça tient pas la route une seule seconde, parce que le Joker a des incidences sur plus de personnages que Ouais, Batman. puis des interactions, Voilà, il a interagi, il va même à Arkham, il tire sur Barbara Gordon. Voilà. Ça tient pas la route 2 secondes, mais il se base sur, en gros, le fait que on donne très peu, souvent, d'origine au Joker. Dans The Killing Joke, on le fait, par exemple, mais c'est très rare. On n'essaie pas de chercher une origine au Joker comme s'il sortait de nulle part, en fait, comme s'il représentait quelque chose, tu vois, pas palpable au final à la base. Ouais.
il représente un peu le n'importe quoi, parce Mais qu'il n'a c'était pas de plus un vraie symbole ambition. qu'autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'a pas de vraie ambition. Enfin, si, il y a des histoires où il est ambitieux, c'est un mania de la pègre, c'est un gangster. Mais il y a beaucoup d'histoires où il n'a pas forcément d'ambition, c'est juste le chaos, le carnage, c'est le non-sens, en fait, tu vois. Et donc, du coup, cette théorie s'appuie sur cette partie-là du Joker pour dire qu'en gros, ça serait juste une idée créée dans la tête de Bruce Wayne. Ok. Alors déjà j'aime bien le fait que effectivement ça exploite un truc qui est des fois un peu oublié, c'est que Batman il est un peu fou. Ouais. C'est que Batman, avant toute chose, ok il est stylé, ok machin, il fait partie de la Justice League et tout, mais à la base c'est quand même un taré. C'est quand même un taré tu vois, dans une voiture. C'est un mec traumatisé Ouais. qui utilise son oseille pour aller tabasser des mecs quand même. Tu vois, Ouais, et essayer de combattre ses traumas et symboliquement essayer de venger quand même un peu ses parents. Donc ça reste un mec brisé comme tu as dit. Donc l'idée qu'il puisse se créer un peu un délire dans sa tête et tout, a priori j'aime bien le délire. C'est intéressant. Le fait que le Joker symbolise tout ce qui va pas à Gotham, etc., c'est intéressant aussi, mais effectivement ça tient pas la route. Non, c'est déjà pas long. Parce que le Joker, on l'a déjà vu interagir avec plein de gens. Exactement. Et Même dans des histoires où il n'y a pas Batman. bien sûr, et il a évidemment une incidence sur plein d'aspects de ce qui se passe à Gotham, et ça fonctionne pas. Ça Mais fonctionne pas. c'est stylé. C'est stylé, c'est intéressant. Ça mange, Et ça mange pas de pain. Il y avait une espèce de, bon j'en parle vite fait, de cousine de cette théorie-là, qui voulait qu'en fait toute l'histoire de Batman soit une invention complète. En fait, Bruce Wayne de base, ça serait le fils d'un gros prolo qui serait fait fumer à la sortie d'un cinéma de quartier de merde et qui aurait été derrière emmené à Arkham parce que ça l'aurait choqué, etc. Ok. Et il aurait inventé toute sa vie, en fait il aurait passé toute sa vie à Arkham et il aurait inventé complètement la vie de Batman, toutes les aventures de Ok. Batman, ses combats, etc. pour essayer de se protéger de ce qu'il avait vécu, tu vois. Ça j'aime bien. Il y a plein de trucs en fait autour de Batman psychologiquement où tu peux essayer de trouver des petites théories, c'est sympa. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que, ouais, je trouve que le Batman fou, ça me parle. Ça marche de ouf. Et notamment, justement, j'aime bien le fait que Killing Joke se termine sur le Batman et Joker qui rigolent ensemble. Ensemble, c'est On terrible. fait up un peu cette scène. Ouais, elle est Que terrible. tu sens que, et même symboliquement, la dernière case, c'est la ligne de lumière entre les deux qui s'éteint. Tu vois, pour montrer que au final, les deux sont un peu starbés au même niveau. Quoi. Ah, mais de toute façon, pour rester à Gotham et en être le protecteur, il fallait être fou. C'est brillant. Et en plus, enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, toutes les théories, la théorie, enfin, pas, c'est pas une théorie, c'est un univers parallèle où Martha c'est le Joker Oui. et Thomas c'est Batman. Ouais. Ça c'est génial aussi. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup et effectivement, le fait que le Joker n'ait pas d'origin story, ça peut créer ce genre de théorie. Ce qui est d'ailleurs bien repris dans le film de Nolan, où on lui demande 2 ou 3 fois ses origines et à chaque fois il répond un truc différent. Bon, non, on ne demande pas ses origines, on lui demande d'où viennent les cicatrices. Et à chaque fois il répond un truc différent. Et au final on sait jamais d'où il vient, on connaît pas son blaze, on sait pas d'où il vient et tout, on s'en tape. On s'en fout, on n'a pas besoin. On Et n'a pas besoin de savoir d'où c'est vient le rien. Joker. Justement, c'est de pas savoir, ça rend encore plus grand le personnage. C'est ce qui parfois ne plaît pas aux gens concernant Killing Joke justement, c'est que ça donne des réponses. Mais au final, ça donne une réponse parmi d'autres. Oui, c'est ça. Après, il faut bien comprendre que les œuvres de comics, c'est comment dire, il n'y a pas un truc canon en fait. Enfin, si, il y a un fil rouge canon, mais ça, c'est des petits ajouts par-ci par-là, tu vois. Bien sûr. Et c'est ce que lui raconte, mais au final, on sait pas si c'est vrai. Clair, ça. Là, on est sur du full Star Wars. Super. Alors, déjà, théorie un peu plus courte, et je terminerai sur le gros morceau. Padmé n'a jamais été amoureuse d'Anakin. Est-ce qu'on est en train de parler d'un viol là? On est en train de parler de manipulation mentale. Ah ouais, avec la force, genre? Il aurait, consciemment ou non, manipulé Padmé pour qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est basé sur quoi? Ouais, je veux bien. On dirait dans le premier film, évidemment, elle n'est pas intéressée par lui. Elle, Ça aurait été bizarre. elle est sur la fin de l'adolescence. Lui, c'est un enfant. Agaçant en plus. Ouais. Donc évidemment, dans le premier, voilà. Dans le deuxième, au début, elle n'est pas du tout intéressée par le gars. Pour elle, c'est toujours le petit gamin de Tatooine. Elle lui dit d'ailleurs, yeux dans les yeux. Pour moi, c'est toujours le petit enfant de Tatooine. Prends-toi ça dans la gueule. L'autre, il est chaud. À un moment, elle parle de ses ex et tout, dans le film. Et d'un seul coup, hop. Alors certes, il y a eu du danger, il y a eu Ouais, du il machin. s'est passé des choses quand même. Mais bon, enfin, à chaque fois que tu t'échappes à la mort, tu tombes pas amoureux, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr, mais il y a des moments où ils sont que tous les deux, il y a des moments... Bien sûr. Il se passe des choses dans des cadres et tout, ça se passe chez elle. Ouais, voilà. Mais la théorie voudrait que pendant leur escapade, inconsciemment ou pas, Anakin aurait usé de la force, en le voulant ou pas, peut-être que c'était inconscient de sa part,
pour faire tomber, Genre en utilisant les pouvoirs de la force qui permettent de manipuler. l'esprit, d'accord. Parce que techniquement, c'est censé marcher avec des esprits faibles. Bien sûr, après, Mais là, jamais vendu comme un. là, on esprit serait, on serait sur un travail de long terme. faible. Ok. C'est pas juste Obi-Wan qui dit hop, ce sont pas ces droïdes là que vous recherchez. Mm. Là, on est vraiment sur du truc de long terme où pendant des semaines, potentiellement, elle a été exposée à ça et petit à petit, ça aurait fini par marcher, tu vois. D'accord. Ah ouais. Elle est malsaine de ouf. Ah, c'est malsain. Hein. C'est malsain, C'est pire que du viol. Hein. c'est dégueulasse, mais cette théorie existe. Je pense que c'est écrit par le même mec qui a dit que Truc avait baisé sa mère. Non, c'est un peu moins malsain quand même. Enfin, c'est moins- l'idée est malsaine, mais c'est mieux construit quoi. C'est moins, Truc qui- c'est moins malsain, mais en fait, je trouve que ça salit toute l'histoire de la famille Skywalker en fait. Après, ça peut rajouter encore plus de problèmes psychologiques à Anakin, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est pas utile. Non, c'est pas utile. Laissons-le avec ses problèmes, Oui, oui, tu oui. vois. Non, Mais c'est voilà, pas utile. la théorie est là. Mais là, gros morsif, il arrive, il est là. Jar Jar Binks Ah, est un seigneur Sith. ok. Ou au moins, un complice de Palpatine. Ok. Ça, c'est marrant, on va terminer sur le même thème. Qu'est-ce qu'on sait sur Jar Jar Binks? Il croise Qui-Gon et Obi-Wan par hasard. Mais y a-t-il un hasard? Enfin, par hasard, non. Ah si. Il fuit, il leur tombe dessus. Dans Non, le premier d'accord, film. mais il y a les droïdes qui attaquent Bien sûr, Naboo. mais Lui, il est exilé de la. bien sûr, mais justement, on va y venir. la ça. souterraine. On va y venir. J'ai tout un plan. Ok. Faut que je me souvienne de tout. J'ai pas de notes, là, je suis en impro. Il leur tombe dessus par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que la force. Ou de la manipulation. Peut-être qu'il a fait exprès de tomber sur eux. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait de Jar Jar Binks? Il a été banni de son peuple. Banni, quand même. C'est pas juste, on a une petite tape sur les doigts. Banni de son peuple. Ouais. Tu vois? Parce qu'apparemment, il est maladroit. Effectivement, on voit qu'il est maladroit, mais j'y reviendrai aussi. Banni, c'est quand même une mesure très forte. Tu vois? Et on voit que le roi des Gungans, il résiste aux ruses mentales des Jedi. Qui-Gon essaye et ça marche pas. Donc peut-être que le Gungan, il a une certaine sensibilité à la force. Ou en tout cas, il sent les choses. Le chef des Gungans. Le chef des Gungans. Peut-être en tout cas, il résiste manifestement à la force. Donc peut-être qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de pas net avec Jar Jar, tu vois. Parce que un mec maladroit, tu le bannis pas de ton peuple, tu vois. Bah, ils disent pourquoi il a été banni. Oui, parce qu'il est maladroit. Non, grosso parce modo. qu'il a détruit un des Voilà. une espèce de voiture ou je sais En plus étant quoi, maladroit, il a craché le truc Voilà. du patron, machin, etc. Ouais, ça. C'est une raison de merde, ça, en vrai. Bah après, il y a un roi, tu fais du mal à. Enfin, tu niques Pour un moi, les truc du Gungans ont roi. menti. Ok. Pour moi, ils ont senti quelque chose en Jar Jar. En tout cas, le roi a senti quelque chose en Jar Jar. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il les aide à s'enfuir, avec le petit machin, à travers noyau planète. Machin, clac, clac. Et ensuite, ils auraient très bien pu le laisser sur Naboo. Mais non, ils l'emmènent avec eux. Et là, mine de rien, il arrive à être dans l'entourage proche des Jedi, tu vois. Ce qui le conduit à côtoyer la reine de Naboo. On passe d'un mec banni de son peuple qui arrive quand même, tu vois, à se frayer un chemin. Il côtoie 2 Jedi, la reine de Naboo, et il se retrouve par la force des choses à aller sur la planète où il y a l'élu de la prophétie, comme par hasard. Après, il est quand même réhabilité après par les Gungans. Il est réhabilité par les Gungans parce que c'est un manipulateur et parce que il leur a fait gagner la bataille. Mais ça aussi, on va en parler. Ok. Parce que Jar Jar, il est très maladroit, mais il réussit tout ce qu'il fait. Il se prend le pied dans un droïde, il bouge un peu son pied, ça fait 2 tirs de blaster qui tuent les 2 droïdes à côté. Pendant la bataille, il fait n'importe quoi avec les boules, etc. Mais tout réussit bizarrement. Et il arrive à gagner la bataille. Peut-être parce qu'il utilise la force, sans le montrer qu'il utilise la force. Puisque, on est d'accord que les Sith, à ce moment-là de l'histoire, ils sont 2, 3, Techniquement, ils sont 3. voilà. Et à ce moment-là de l'histoire, ils n'ont pas tout l'empire qu'ils ont pu avoir par le passé. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se camoufler, être dans la manipulation. Donc Jar Jar, il n'a pas du tout envie qu'on voit qu'il sait utiliser la force. Mais sa maladresse un peu machin, qui a l'air d'être extrêmement chanceux quand même, tu vois, ça pourrait être une tentative camouflée d'utiliser la force. Je comprends l'idée. Au moment où il plonge aussi vers le palais des Gungans, il fait un saut de malade Ouais, mais après, ça, pour c'est- sauter dans l'eau. On n'a jamais vu aucun Gungan faire ça dans le film. Ouais, mais après, les Gungans, on les voit pas. On n'a jamais vu aucun Gungan avoir des capacités physiques au-dessus de celles d'un humain. Après, c'est un espèce d'homme grenouille, quoi. Et lui, il fait un espèce de saut de ouf. Ça, Ouais, ça me c'est choque pas. c'est la petite touche. Ouais, oui, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Mais ça me choque pas, je pense que c'est explicable. Ça peut être les Gungans qui Pour sont- moi, Jar Jar se comporte comme Toby au début dans Naruto. Ah, j'aime bien la comparaison. Tu vois? J'aime bien la comparaison. Ouais. Ce côté un peu. Je me comporte comme un bouffon, mais en vrai, je sais très bien ce que je fais. Mm. Donc, bref, Jar Jar machin. Ok.
il arrive à se faire réhabiliter, machin. Et Ah, mais pourquoi il l'aurait réhabilité s'il avait vu ça en lui? Parce qu'il a quand même gagné la bataille après. Ça aurait suffi à changer ça? Peut-être que le roi Gul'dan après il s'est dit qu'il s'était trompé. Mais il s'était pas trompé. Jar Jar c'est vraiment une sale race. C'est raciste. Dans le deuxième film, qu'est-ce qui se passe? On retrouve Jar Jar plusieurs années après. Il est devenu sénateur. Il côtoie toujours Padmé, il est toujours dans l'entourage proche. Ah, etc. il est sénateur, je crois pas. Il me semble qu'il est sénateur. Je crois qu'il est dans. En fait, je crois qu'il fait partie de la délégation de Naboo en fait. Mais pour moi, il s'est dit qu'il est sénateur. Parce qu'il me semble qu'à un moment, il dit. Elle l'appelle sénateur Binks ou un truc dans le genre. En tout cas, il a un poste de pouvoir. Et en tout cas, il côtoie des gens de pouvoir. Il arrive, Il en est tout dans cas, oui, l'entourage. il est dans le délire du Sénat quoi. On suppose qu'il a une espèce de rôle de conseiller. Tu vois? Ouais. Ce qui est déjà un peu, tu vois, un rôle de conseiller en général, c'est un rôle tu vois, il donne des petits conseils, il est là, machin, tu vois. Et j'ai d'ailleurs un autre argument qui peut étayer ta théorie. Palpatine vient de Naboo. Palpatine, Ils auraient pu se Ils auraient pu se rencontrer croiser. là-bas. Bien sûr. En plus, il porte une robe qui rappelle un peu celle de Palpatine. Ça, c'est mon ajout personnel aussi. Mais voilà, ils ont tous des robes dans Star Wars, de toute façon. Bon. On voit que aussi que Padmé lui fait suffisamment confiance pour lui confier la baraque pendant qu'elle, elle part avec son Jedi. Ouais. Donc lui, déjà, il se retrouve dans une position suffisamment élevée pour tenir la baraque. Au moment où Palpatine va passer chancelier. Au moment où, et d'ailleurs, il me semble que c'est Jar Jar qui participe à ça, Ah non, c'est dans le 1. il dépose une motion de censure. Ah non, c'est dans le 1 ça. C'est dans le 1, ouais. C'est dans le 1 la motion de censure. Mm. Mais bref, il se retrouve quand même à tenir la baraque à la place de Padmé. Ouais. Quand même pas dégueulasse pour un mec qui part banni de son peuple parce qu'il crache des voitures. Tu vois? Alors soit c'est vraiment le rêve américain, soit il sait très bien ce qu'il fait, ce petit connard de Jar Jar. Dans le 3, enfin, c'est lui qui prononce le discours qui donne les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. C'est lui qui propose au Sénat de donner les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. Je me souviens pas du tout de ça. Si. Putain, pourtant je le connais le 3. Ce qui donne. Ensuite, du coup, le chancelier prend les pleins pouvoirs et dit ces pouvoirs, je les rendrai quand tout aura été réglé, etc. Machin. Et au final, à la fin du film, il met en place l'Empire qui donnera après tout ce qu'on sait et ce qui donne la meilleure réplique de la saga selon moi. Padmé qui dit ainsi s'éteint la démocratie sous une pluie d'applaudissements. J'adore cette réplique. Ouais, c'est fort. Et donc, voilà. Jar Jar est un putain de seigneur Sith. Pourquoi on le revoit plus après? Parce que peut-être il s'est fait tuer. La trahison est monnaie courante chez les Sith. Il s'est fait soit tué par Sidious, soit tué par Vador qui voulait peut-être pas d'un concurrent. Dans tous les cas, voilà ma théorie. Ok. Bah, elle est très. Comment dire? Elle est très aimée par les fans, celle-là. Mais est-ce que, du coup, au final, Jar Jar, c'est pas juste un personnage de merde Peut-être. qui avait rien à foutre là? Mais cela dit, Palpatine il est brillant. Ouais. Il envoie Dark Maul, Mm. qui est quand même pas en subtilité. Sur Tatooine, il attaque Qui-Gon en frontal. Sur Naboo, pareil. Ça pourrait être le... Tu vois, il secoue les clés d'un côté pour attirer l'attention. Donc c'est Dark Maul, tu vois, qui fait beaucoup de bruit, qui est là, qui est une menace C'est fou très parce que frontale. ce que tu dis là, ça va étayer un autre truc. Qui est une menace très frontale, etc. Et à côté de ça, il y a le petit poignard un peu furtif, Jar Jar, que Qui- personne soupçonne parce que c'est un con. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toby. Ouais, pourquoi pas? Mais après, moi je pense, en vrai de vrai, je pense que Jar Jar Binks c'était une fausse bonne idée dans le 1, dans la menace fantôme. C'était le petit comic relief voilà, qu'ils aiment bien mettre dans les films. L'accent anglais sur cet épisode, on est comic on est en relief. France. On est en France. Comic relief. Et, et je pense que c'était une fausse bonne idée. Ils s'en sont rendus compte dans le 2, donc il a 2 scènes dans le 2. Ils s'en sont encore plus rendus compte dans le 3, donc il a qu'une scène dans le 3. Je pense que le fond c'est ça. Maintenant, si c'est vrai, ça marche. Il n'y a pas forcément trop d'incohérence. Mais c'est ça qui est fort avec cette théorie, ouais. c'est qu'en soi, elle exploite toutes les zones d'ombre, donc tu peux pas réfuter les zones d'ombre. Mm. C'est que, en fait, ça lui prête juste. En fait, ça change rien à ses actes dans le film, juste ça lui prête des intentions. Mm. Et en soi, c'est cohérent. Non, c'est cohérent, ça marche. La Ça crée théorie, pas elle d'incohérence. est géniale. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais de toute façon, comment dire, C'est une- si c'est aimé par les fans, à ce C'est moment-là, l'une des plus connues en Oui, vrai autour de Star Wars, et je trouve qu'il fallait la citer il fallait la pour ce citer. premier épisode. Je suis d'accord. Et voilà. C'est bien, Jar Jar Binks. Après, pas forcément senior site au final. Complice. Peut-être juste, ouais, voilà, un agent. On le voit pas utiliser la force, de à part son Palpatine. saut de Jedi. Là. Ouais. Mais au final, peut-être que d'autres Gungans peuvent le faire, on ne le sait pas. Mais effectivement, peut-être juste complice. Mais dans tous les cas, complice efficace. Ah bah ça, si c'est vrai, il a été très utile. Franchement, Ok. d'ailleurs, depuis le rachat de Disney, moi, j'avais peur qu'il fasse
Un truc comme quoi ils la rendent officielle ou quoi. Ah ouais, un truc comme ça? J'espère pas. Ouais, je pense pas. Moi, pour moi, il faut que ça reste une théorie. Pour moi, ils ont pas de couilles Disney, ils seraient pas capables de, Il faut que ça reste une théorie de rentrer dans des trucs comme ça. que tu peux choisir de croire ou pas. Mais ça change rien à la saga. tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, pour moi, c'est la meilleure théorie, c'est celle que tu peux choisir de croire ou pas. Mm. Mais ça n'influence pas l'œuvre, c'est ni débunké, ni confirmé par le créateur. Juste, c'est la petite. Ouais, petite c'est touche de faut que ça mystère. existe de cette manière. Voilà, que tu peux saupoudrer par-dessus. Exactement. Et ça enrichit un peu l'œuvre et C'est ça. c'est cool. C'est comme mettre de la chantilly dans ton cappuccino, tu vois. J'aime pas le cappuccino. Moi non plus. Café noir. Mais c'est utile, tu vois. Ok, bah du coup, je vais te rejoindre de ouf sur ta théorie. De ouf, parce que je vais prendre exactement le même. Comment dire, le même fil, mais pour un autre personnage. Et si Qui-Gon avait été un Seigneur Sith? Ok. Alors, Qui-Gon le Seigneur Sith. Alors, pas forcément Seigneur Sith déjà, un peu comme toi. En tout cas, affilié à Palpatine. En tout cas, dans l'œuvre de Palpatine. Vas-y, vends-la moi. En gros, Qui-Gon Jinn aurait été la première étape de Palpatine pour infiltrer le Sénat et l'Ordre Jedi. Ok. Pourquoi? On sait de Qui-Gon Jinn qu'il a été entraîné par qui? Le Comte Dooku. Le Comte Dooku. On sait qu'à ce moment-là, le Comte Dooku a déjà fait le transfert vers... Alors, je sais pas, il a les deux pieds dedans ou un seul? Peut-être pas. Et non, en tout cas, personne ne le sait. Mais on sait qu'à ce moment-là... Il a déjà. Non, il a pas encore tué Sifo-Dyas, tout ça. Non, mais de toute façon, au moment où il commence à basculer, Qui-Gon n'est même pas encore maître. Donc là, Qui-Gon Mais maître... il est déjà plus son apprenti. Bah, ouais. Sifo-Dyas et Qui-Gon, ils ont une grande différence d'âge? Je sais plus. Je sais plus, bref. Bon, en tout cas, dans le 1, dans la menace fantôme, on peut considérer que le Comte Dooku est déjà affilié à Palpatine. Ouais, en tout cas qu'il a déjà fait ses sessions avec Lord Jedi. Voilà, exactement. Donc, en gros, cette théorie voudrait que Qui-Gon Jinn soit sous les ordres du Comte Dooku et agisse en conséquence, qui serait en extension les ordres de Dark Sidious, donc Palpatine. Ok. Alors attends, je vais essayer de te le vendre bien en utilisant tout ce qu'il faut. Déjà le cas Anakin. Anakin Skywalker qui rencontrera par hasard sur Tatooine. Encore une fois. Par hasard ou pas, avait-il été repéré à un moment? On ne sait pas, mais là c'est pas le sujet. Il va rencontrer Anakin Skywalker, il va lui faire le truc des midi-chloriens, tout ce que tu veux, nanana. Il va sentir en lui un potentiel. Un potentiel qui va même l'amener à s'opposer directement au Conseil des Jedi et à leur décision. Leur décision qui est déjà foireuse. En disant qu'Anakin est trop vieux, etc. On voit des padawans qui sont son âge ou même un petit peu Ouais, il y a plus vieux. peut-être un peu de mauvaise foi du conseil. Exactement. Mauvaise volonté. En tout cas. Voilà. Peut-être que le fin mot de cette histoire serait que et le Conseil et Qui-Gon Jinn auraient décelé en Anakin un potentiel lié à la force, certes, mais aussi un potentiel de menace. noirceur, de menace. Ce qui se confirmera derrière. Pourquoi Mace Windu a jamais eu confiance en Anakin Skywalker, pourquoi Yoda, à la première occasion, lui parle du cheminement vers le côté obscur. Voilà, on pourrait considérer que maître Qui-Gon Jinn, qui est un maître Jedi avéré, et le Conseil Jedi aient chacun décelé en Anakin un potentiel de noirceur. Mais surtout que c'est dit que Qui-Gon, il est un peu c'est un peu un rebelle. Exactement. C'est un électron libre un peu Exactement. de l'ordre. On sait qu'il s'oppose souvent à l'ordre. C'est même Obi-Wan qui le dit. Il dit qu'il s'oppose, que le Conseil ne va pas être content, que vous vous opposiez encore à leurs idées, etc. On l'évoque plusieurs fois. On sait que Qui-Gon est souvent opposé aux décisions du Conseil Jedi. Ce qui lui a valu la réputation d'être ce qu'on appelle un Jedi gris. Mais s'il n'était pas un Jedi gris, si au final, depuis tout ce temps, il avait déjà eu une rupture avec le Conseil Jedi, avec l'Ordre Jedi, et que dans l'idée d'adopter une autre idéologie, se serait rapproché de son ancien maître, qui lui aurait montré la voie du côté obscur. Et d'ailleurs, j'ai d'autres choses par la suite. Je vais revenir à Dark Maul. Dark Maul, on l'a évoqué, tu l'as très bien évoqué pour ta théorie. Dark Maul... Dark Maul, déjà on est là-dessus. Quoi? Dark Maul Dark Maul Dark Maul. Dark Maul, si on devait réfléchir un petit peu, finalement, est-ce qu'il a déjà été un vrai apprenti
de Palpatine, en vrai de vrai. Est-ce qu'il n'a pas plutôt, et ça c'est un truc qu'on verra d'ailleurs dans le lore de Star Wars, était plutôt un agent exécuteur? Est-ce que Palpatine n'aurait pas vendu l'apprentissage, le chemin vers devenir un seigneur Sith alors qu'il voulait juste un agent exécuteur à envoyer et à sacrifier s'il le faut? Tu vois ce que je veux dire? Quand il l'envoie sur Naboo à la fin, il se soucie pas qu'il affronte un maître Jedi et son disciple. En vrai de vrai, il y a une manière de l'envoyer un peu au casse-pipe. Au vu du niveau de Dark Maul, qui n'a pas l'air spécialement intelligent, qui n'a pas l'air spécialement puissant dans la Et force, qui vient de finir sa formation. qui n'a pas l'air spécialement d'avoir une influence particulière, alors que sous la main il a Dooku par exemple, qui est quand même qui plus pèse, installé, qui pèse un qui- peu. ouais. Oui, on sent quand même le côté sacrifiable de Dark Voilà, Maul, c'est ça. où déjà oui, on sent que le mec, c'est pas le premier choix, c'est pas l'équipe A, Dark Maul. Voilà. Et en gros, l'idée de cette théorie serait que Palpatine eût laissé le comte Dooku manœuvrer un peu avec Qui-Gon Jinn, parce que dans cette idée-là, Qui-Gon Jinn serait sous les ordres de Dooku, pas de Palpatine. Mais par extension, Dooku obéissant à Palpatine, il le serait aussi. Mais en gros, Palpatine aurait laissé Dooku manipuler et utiliser Qui-Gon Jinn avec son influence qu'il a en plus au Conseil des Jedi, c'est intéressant et tout, jusqu'au moment où il aurait découvert Anakin Skywalker, qui, là où les Jedi auraient décelé en lui la noirceur, le potentiel, etc., bah, Palpatine l'aurait aussi décelé. Il y a une petite scène dans la fin de La menace fantôme où on voit le regard que pose Palpatine sur Anakin. Il y a un petit côté P. Diddy, tu vois. Il y a un petit côté tu m'intéresses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté R. Kelly. Donc on sait que... C'est vrai qu'il a une tête de détraqué en fait. Non, mais on peut penser qu'à ce moment-là, Palpatine avait déjà un intérêt Ouais. pour Anakin, qu'il ait décelé quelque chose en lui, tu vois. Bah, c'est à quel moment qu'il dit j'aurai bientôt un autre apprenti plus puissant? C'est dans le 1 qu'il te dit ça ou pas? Je sais plus. Ouais. Donc, C'est la fin du 1. donc on suppose qu'il a déjà effectivement repéré Anakin. Bah peut-être qu'il parlait de Dooku à ce moment-là. Parce que peut-être que Dooku, bien qu'il ait été sous l'influence de Palpatine, peut-être qu'il n'avait pas encore embrassé à 100% Ah, mais le côté obscur. au vu de l'âge et du niveau de Dooku, le terme apprenti pour parler de Dooku, Bah oui, c'est un apprenti dans le côté obscur. Mais c'est ça. Voilà. c'est difficile de On catégoriser sait Dooku pas, en comme fait. un apprenti. Tu On vois. sait pas vraiment s'il parlait d'Anakin ou de Count Dooku, je sais pas. Mais en tout cas, dans cette idée, en gros, il aurait laissé Qui-Gon agir de cette manière jusqu'au moment où il aurait trouvé Anakin. Et du coup, Qui-Gon aurait été, comment dire, évincé de cette idée-là. En gros, Dark Sidious, à l'apparition d'Anakin Skywalker, aurait vu en Qui-Gon Jinn plus aucune utilité. Donc il aurait envoyé Dark Maul, élément également sacrifiable, pour lui faire passer ce test d'affronter des maîtres Jedi, et en même temps, pour Au faire passage, se sauter, débarrasser du gars. se débarrasser de Qui-Gon Jinn, du fait que Dark Sidious voulait avoir un contrôle absolu. Dark Sidious, le maître mot de toute sa stratégie, c'est le contrôle. Et comme Qui-Gon Jinn était aux ordres du comte Dooku plutôt qu'aux siens, il savait qu'à un moment ou à un autre, il fallait s'en débarrasser. Ouais. Voilà. Donc, Il se serait servi de ça pour mettre au défi Dark Maul, l'élément sacrifiable, l'agent exécuteur entre guillemets, et en plus, potentiellement en bénéf, se débarrasser de Qui-Gon Jinn. mais est-ce que dans ta théorie, Qui-Gon Jinn, il embrasse entre guillemets les idéaux de Palpatine, Ouais. ou est-ce qu'il suit Dooku parce qu'il pense que Dooku est un peu comme lui, c'est-à-dire un élément qui est en rébellion avec l'ordre Jedi, sans forcément être du côté obscur? Donc dans ce cas-là, est-ce que Qui-Gon Jinn s'est engagé sur une voie qu'il pense positive, sans savoir qu'au final tout ça est chapeauté par Palpatine? Ou est-ce que pleinement il est en accord avec ou est-ce qu'il est vraiment pleinement en accord avec les idéaux de Palpatine? Moi, je le comprends dans le sens où je pense qu'il n'a même pas connaissance de Palpatine. Pour moi, il ne connaît pas Dark Sidious. Pour moi, il ne suit que le comte Dooku. Et Ok. par extension, via le comte Dooku, il va accomplir les choses que Dark Sidious souhaite. En gros, c'est comme dans les grandes entreprises, c'est un employé qui a jamais vu le PDG, quoi. Exactement. Et qui répond au manager. Ça donnerait plus de sens à l'existence enfin, donnerait plus de sens, non. Donnerait plus de matière à l'existence de Qui-Gon Jinn, parce que mine de rien, Qui-Gon Jinn, ce personnage, il est passionnant. Mais on l'a pendant 1h30, quoi. Ouais, Toute la saga Star Wars. il est très très stylé. Il est très très stylé, il est très intéressant parce qu'il s'oppose au conseil Jedi. Bon, après, on lui a prêté, comme on a dit tout à l'heure,
l'idée du Jedi gris. Un jour, il faudrait qu'on parle du concept de Jedi gris d'ailleurs, parce que Il faudrait bien se renseigner avant. Quand même. ouais, mais c'est un concept à la fois intéressant et à la fois un peu fourre-tout, je pense, et un peu comment dire, un peu feignant. Bah oui, bah c'est pas. Dans le sens où au C'est final, pas très profond quoi. le sens de la vie d'un Jedi, c'est de se priver, entre guillemets, et de faire preuve d'une totale abnégation, d'offrir ta vie pour les autres. Ouais. Le Jedi gris, c'est un peu les avantages sans les inconvénients. Tu vois, Bah, moi, c'est en gros, ok, j'utilise la force, je suis un Jedi, je suis gentil, etc. Mais en même temps, je fais un peu ce que je veux quand même, j'ai pas toutes les privations que s'impose un Jedi. En fait, c'est comme comment dire, un curé, mais sans aucune privation, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve que c'est Bah, après, moi je suis plus dans la compréhension du Jedi gris dans le sens. C'est le Jedi avec tout ce que ça implique, mais qui va pas forcément suivre les recommandations et le mode de vie du conseil Jedi, de l'ordre Jedi qui est établi, tu vois. un croyant pas Un pratiquant. ouais, c'est un espèce de rebelle à l'ordre établi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça reste un combattant du côté lumineux, tu vois. Pour moi, un Jedi gris ne franchit jamais la ligne du côté obscur, tu vois. Il reste dans ça, mais il s'associe pas aux idées de l'ordre en place, quoi. Pour moi, Qui-Gon c'est un Jedi. C'est pas un Jedi gris, c'est un Jedi un peu rebelle. Ouais, non, mais ça lui va très bien. Mais j'ai du mal avec l'appellation Jedi gris en ce qui concerne Qui-Gon. Mais effectivement, je pense qu'on fera. Bon, on fera peut-être pas un épisode sur le concept de Jedi gris. Mais On va faire un épisode sur plusieurs concepts de Star Wars. de Star Wars, je pense. Sans quoi qu'il arrive, on va en faire des épisodes de Star Wars. Ouais, On va en faire un paquet. J'ai une petite théorie bonus. Ouais. Yoda est mort entre les deux trilogies. Quoi? Yoda est mort entre la prélogie et la trilogie originale. Et c'est qui est là sur Dagobah? Son âme. Ouais, non, ça marche pas ça. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en dernier bonus, si on avait le temps. Là on a un peu le temps, 1h35, puis il y a des coupes à faire. Il aurait été tué par Vador ou quelqu'un d'autre entre la prélogie et la trilogie originale. Ça se base sur quoi? Il quitte jamais Dagobah. Peut-être parce qu'il s'est imposé un exil, ou peut-être parce qu'il est mort, et que son âme est coincée à Dagobah. Bah, il parle clairement d'exil. Il utilise le mot exil. Dans le 3. Ouais. Mais il part en exil, mais il dit pas qu'il part en exil à Dagobah. Il dit qu'il part en exil. Ça se trouve, il s'est fait buter en exil. Sur Dagobah. Et la théorie part du fait que, à aucun moment, l'empereur ou Vador ne parle de Yoda dans la trilogie originale. Il n'est jamais évoqué par Vador ou par l'empereur. Pourquoi il l'évoquerait? Il parle d'Obi-Wan. Il dit Obi-Wan t'a bien formé. Mais il parle jamais de Yoda. Alors qu'ils sont censés savoir qu'il est toujours vivant. Comment? C'est parce que c'est le plus grand Jedi qui a jamais existé. Ouais, d'accord, mais il y a des années qui sont passées. Mais ça Ça se trouve, ils se sont dit son mais espérance ça- de vie, il lui ça- restait 5 piges. Peut-être, mais ça ferait quand même, tu vois, date s'ils savaient qu'il était mort, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ils en parlent pas parce qu'ils l'ont déjà tué en fait. Mais juste que il était tellement puissant que son esprit s'est ancré. Moi, je dis pas que j'y crois à la théorie, hein, mais en tout cas c'est le postulat de la théorie. Son esprit s'est ancré sur Dagobah en attendant Luke. Et Et pourquoi il est pas lumineux alors? ce que Luke, parce que c'est pas vraiment un fantôme de force, Et pourquoi après il est lumineux alors? parce que là il est mort. Son esprit a vraiment disparu. Hein, qui serait semi-mort. Il serait semi-mort. Ok. Tu vois. Et ce que Luke verrait dans la caverne au moment où il descend, ce seraient les dernières choses que Yoda a vues en vie. Avec Vador qui déboule là? Avec Vador qui déboule. Ah, mais c'est pas ça qu'a fait la caverne, elle te montre tes plus grandes peurs. J'ai pas dit qu'elle était bien. J'ai dit que c'était ma théorie bonus. Non, oui, ok, je vois le délire. Tu vois, et dans le 6, quand il meurt, etc., c'est parce qu'il a enfin accompli tout ce qu'il avait à faire. Il a dit à Luke qu'il avait une sœur, il a dit machin, clac, 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 et il s'en va. Parce qu'il est quand même malade, il tousse et tout, c'est un esprit de merde. Il mange, il vit, il boit, il vole de la nourriture. C'est un esprit qui a besoin de... Ouais, il se fait kiffer, quoi. D'ailleurs, je peux toujours te demander cette espèce de machin qui veut piquer à Luke, on dirait un petit saucisson. Ouais, c'est chelou. À moi. C'est un snack interspatial. C'est des trucs, les bâtons de berger juste un peu. Donc voilà, Yoda est une âme en peine qui erre à Dagobah. Bah, s'il y avait pas le concept des fantômes de force, et même de toute façon, non, en fait, non. S'il y avait ça. Surtout que c'est vraiment cité comme un argument, à la fin, quand il meurt, il disparaît. Je dis, mais dans le film d'avant, Ils disparaissent tous. Obi-Wan il fait pareil. Ouais, Enfin, ouais, ok. ouais. Mais bon, voilà. Et Luke dans le 8 aussi. Des fois, tu te dis, les théories de fans, c'est juste des théories. Je pense qu'il faut enlever le de fan. Parce que je me dis, mais
si t'as vu les films une seule fois dans ta vie, des fois il y a des trucs qui tiennent pas la route. Tu vois. Mais bon, c'est le petit sel qui saupoudre les œuvres qu'on aime bien. Je comprends. Voilà. Non, je comprends. Mais en tout cas, c'était sympa à refaire. Mieux préparé Bien peut-être, préparé, avec peut-être. des théories plus machin. Essayer d'avoir plus de licences aussi. Tu vois. C'est vrai que, tu sais que moi j'ai beaucoup bugué. Hein. En fait, je pensais à une licence et je me suis dit, bah, je vais faire des recherches sur cette licence, Ouais. sur les théories de cette licence. Mais en fait, ça a tourné très rapidement autour de ça. Tu vois, on a eu quasiment les mêmes choses, tu vois, à part Zelda et c'est quoi, E.T. Mais Et qui c'est- touche à Star Wars. Voilà, qui touche à Star Wars. On a tourné plus ou moins autour des mêmes trucs. C'est difficile de. À un moment, je me disais, je vais faire du Pokémon, je vais faire du Jujutsu, je vais faire du. Ouais. Mais bon, c'est. Je me suis forcé à pas faire du One Piece. Ça, je pense que ça pourrait limite faire l'objet d'un seul épisode. Ah ouais, Théorie One Piece. les meilleures théories One Et on Piece. essaye de ramener le A. Bien sûr. Faudrait qu'il soit là. Mais ouais. Non, je pense qu'il y a carrément d'autres épisodes à faire. Ouais, Et, c'est inépuisable en plus. c'est bon pour toi? C'est bon. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il voulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.